Emmanuel Couillet, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sont des sourires de coulisses, mais c'est bien de commencer en sourire. Merci, monsieur, d'être avec nous. Bonsoir à la maison. Merci d'être là aussi. Vous avez pu les voir sans autre forme de procès. Les panélistes de ce soir. Mais avant, j'annonce les thématiques qu'on va parcourir en 2 heures. Le premier thème va porter sur la sortie de l'Église catholique, après le discours du président de la République. Église catholique, État du Cameroun, partenaire, contrepoids aux rivaux. On va essayer d'interroger les relations qui lient ces deux institutions, ces deux instances et finalement même ces deux États. Depuis belle lurette, une collaboration historique et ses limites. L'Église catholique, contrepoids politique et haut moral, on verra tout cela. Mais aussi après, on va parler de cette année 2025 qui, comme vous le savez, est une année électorale, mais sous fond de défis économiques et financiers, enjeux électoraux et défis économiques. Ce sera le deuxième thème qu'on va aborder ce soir dans le cadre de cette émission. Alors, nous sommes avec 4 panélistes. Je dis bonsoir à Hiram Samuel Iyodi du MP3. Merci, bonsoir Dipita, merci de me recevoir. C'est secrétaire exécutif ou secrétaire national? Secrétaire exécutif. En fait, c'est vous qui animez la machine. Exactement. Voilà, c'est pour mieux comprendre. Merci d'être des nôtres. Bonne année à vous. Meilleurs vœux. 2025. Docteur Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce mardi. Bonne année également. Je rappelle évidemment que vous êtes du RDPC. Emmanuel Couillet, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir également à tous les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont sur le terrain en train de travailler pour, une fois de plus, essayer d'amener les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Un visage du MRC qu'on ne présente plus, meilleurs vœux. Enfin, Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, à toute la jeunesse qui nous regarde. Bonsoir aux panélistes. Et merci de nous donner toujours l'occasion, n'est-ce pas, de partager le point de vue de la société civile sur ces questions-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont un effet sur la quotidienneté des citoyens. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de Un Monde à Venir. Merci à vous, messieurs, d'être là. On va donc commencer peut-être avec la transition. On commence avec la relation entre l'État du Cameroun et l'Église catholique, partenaire, contrepoids aux rivaux. Avant peut-être de commencer, je rappelle qu'il y a eu la réaction du gouvernement camerounais ce soir, après la sortie d'un certain nombre d'évêques suite au discours du président de la République qui se sont pratiquement indignés de ce qu'ils auraient perçu comme l'annonce de la candidature de Paul Biya. Ce soir, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a essayé de remettre les pendules à l'heure dans un ton plutôt aimable, on peut le dire comme ça, dans le communiqué lu sur les antennes de la radio nationale. René-Emmanuel Sadi a donc demandé aux uns et aux autres de siffler la fin de cette autre partie. Cela dit, d'emblée, d'abord, est-ce que la sortie des évêques de l'Église catholique du Cameroun vous a surpris, chers messieurs? On commence peut-être avec vous, Emmanuel Couillet. Moi, je crois que la sortie des évêques du Cameroun était un peu tard. Parce que j'aurais souhaité qu'ils sortent un peu plus tôt. Parce qu'en réalité, le rôle du clergé est clair, c'est-à-dire le clergé est là pour évangéliser, pour dire la parole de Dieu et pour amener les chrétiens, n'est-ce pas, à croire en Dieu. Et quand vous faites ce type de travail, vous devez automatiquement vous intéresser au quotidien de vos fidèles. Parce que si les fidèles ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas se loger, ne peuvent pas se soigner, n'ont pas de l'électricité, n'ont pas d'eau, ne peuvent pas vivre avec des moustiques, etc., ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu.
c'est-à-dire qu'il y a un préalable, il y a une situation minimale, des conditions minimales qui doivent être réunies pour que les fidèles puissent être de bons fidèles, qui écoutent la parole de Dieu et qui prient Dieu normalement. Donc, moi je crois que c'est vraiment le rôle du clergé de s'intéresser à comment est-ce que les fidèles vivent. Et quand les fidèles vivent dans des conditions désastreuses, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le clergé, à un moment donné, puisse prendre la parole. Parce que même l'Église, vous savez que chez nous ici, même quand l'Église se construise, c'est les fidèles qui construisent l'Église. Ils construisent l'Église avec des petites contributions. Pour avoir les petites contributions, il faut bien qu'ils aient des revenus. Parce que si la consommation est fonction du revenu, il y a toujours une part du revenu qu'on épargne. Et sur cette épargne-là, on peut justement faire des œuvres qualitatives, etc. Mais si on a un revenu qui est nul, comment je peux dire ça, la consommation doit être forcément égale à ce qu'on peut trouver. En ce moment-là, il n'y a pas d'épargne possible. Donc, dans un pays où le niveau de vie devient de plus en plus bas, où l'indice de développement humain est presque nul, et où le président de la République lui-même peut se permettre de dire dans un discours qu'il a fait construire le barrage de Memvele, le barrage de Narcigal, et ça a permis d'obtenir un supplément d'énergie, mais il se rend compte qu'à cause de la croissance démographique, cette énergie est insuffisante. Ça veut dire qu'il n'arrive même pas à faire de prévision. Il a dit dans son discours, il n'arrive pas à faire de prévision. Et du coup, il reconnaît qu'il conduit, n'est-ce pas, ce peuple dans une voie où le bien-être disparaît. En conclusion, le clergé doit pouvoir, n'est-ce pas, prendre position par rapport à un gouvernement qui se comporte comme ça et demander aux gens de choisir un président de la République qui doit permettre d'améliorer, tu vas leur permettre d'améliorer leurs conditions. Sur la même question. Oui, monsieur le député, sur le principe, les évêques sont des citoyens camerounais comme les autres, donc ils ont le droit de prendre position sur les questions d'intérêt social. Mais je pense que pour le cas particulier de l'Église catholique, c'est important de rappeler le contexte historique qui nous lie avec cette Église-là. La France, qui se réclame la fille aînée de l'Église, a, je vais dire, coalisé avec l'Église pendant de nombreuses années dans notre pays pour lutter contre les mouvements indépendantistes. L'Église a joué un rôle extrêmement trouble dans l'élimination et l'assassinat des leaders de l'UPC, les leaders qui réclamaient la liberté et la souveraineté de notre pays, le Cameroun. Donc nous nous réjouissons d'une certaine émancipation du clergé, mais nous devons rappeler que l'Église catholique, c'est le Vatican, et que le Vatican, c'est un État, et que dans les relations d'État, il n'y a pas d'humanisme, il n'y a que des intérêts. Donc, tout en saluant cette réaction des hommes d'Église, nous devons demeurer extrêmement lucides en se rappelant que l'Église au Cameroun ne défend que ses intérêts comme elle a eu à le faire par le passé. Patrick Fouet. Je commencerai par faire un petit correctif. J'ai entendu Emmanuel Kougné prétendre que l'IDH du Cameroun est presque nul. L'IDH, c'est un indice dont le maximum c'est 1. Et l'IDH du Cameroun est meilleur que celui de la Côte d'Ivoire, il est meilleur que celui du Nigeria, pour ne prendre que ces exemples-là. Donc nous ne sommes pas les plus à plaindre. Pour en revenir à votre question, j'observe le christianisme au sens où on l'entend chez nous, c'est-à-dire le catholicisme et le protestantisme sont des produits d'importation coloniale. C'est-à-dire qu'ils nous sont venus en même temps que la mission civilisatrice que les Lumières avaient assignée aux États européens. C'est donc dans ce cadre-là que l'Église catholique s'est installée au Cameroun et effectivement, il y a eu une forme de coopération, d'ailleurs pas seulement au Cameroun, dans l'ensemble des pays africains, il y a eu une forme de collaboration, pas toujours faite de complicité, parce que dans certains cas, la collaboration était très houleuse. On se souvient tous de l'épisode de Monséen Ndokmo, pour ne prendre que cet exemple. Ce que j'observe, par ailleurs, c'est que depuis quelque temps, on a des velléités. Le Cameroun ne fait pas exception à la règle. On a des velléités qui montrent que l'Église catholique en Afrique s'intéresse de plus en plus au pouvoir temporel. On a bien vu qu'en RDC, par exemple, la Senko avait pris fait et cause pour un candidat.
Je crois que tout le monde a vu circuler les propos de l'archevêque d'Abidjan. Donc, les propos tenus par un certain nombre de prélats camerounais s'inscrivent dans cette volonté-là que les prélats ont de s'immiscer dans le pouvoir temporel en violation bien entendu du principe de laïcité qui veut que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel soient séparés. Je voudrais simplement rappeler que lorsque Jésus arrive au monde, Israël est sous la coupe de Rome. Et les Juifs refusent d'ailleurs de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils attendaient quelqu'un qui allait les délivrer du joug romain. Or, Jésus ne s'intéressait absolument pas à leur situation matérielle, Jésus s'intéressait à leurs âmes. Donc, moi, je voudrais rappeler aux prélats catholiques, parce que le catholicisme est en perte de vitesse au Cameroun, je voudrais rappeler aux prélats catholiques que l'essentiel pour eux, leur mission primordiale, c'est s'intéresser au salut des âmes. Ce n'est pas s'intéresser au pouvoir politique, ce n'est pas leur rôle. Et je crois que Hiram l'a d'ailleurs bien rappelé. Ce sont des représentants d'un État. Donc, quand vous êtes évêque, je considère que c'est particulièrement maladroit. Ils sont aussi les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Effectivement, nous sommes parfaitement d'accord si vous me dites qu'ils sont les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Dans les écoles catholiques, vous connaissez combien d'orphelins qui fréquentent à titre gracieux? Il est clair que veuve et orphelin, c'est une image pour dire les désœuvrés. Mais je rappelle que c'est ça la mission sociale de l'Église, s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Et moi, je suis désolé de constater que dans les écoles catholiques, qui sont souvent construites sur des terrains donnés à titre gracieux, vous ne trouverez pas d'orphelins qui fréquentent là-bas gracieusement. Lorsqu'une orpheline ou lorsqu'une veuve a son époux qu'elle veut enterrer dans un cimetière dont le terrain a souvent été donné gracieusement, on vous demande de payer, et on vous demande souvent de payer au prix fort. Donc, je crois que l'Église doit revenir à l'essentiel, c'est-à-dire d'abord le travail sur les âmes, c'est ça sa mission pastorale, ensuite sa mission sociale, c'est-à-dire veiller sur les veuves et les orphelins. Son travail, ce n'est pas de s'immiscer dans le champ politique. Pour ce qui est de s'exprimer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque, moi, je considère que les gens sont libres de s'exprimer parce que ce qu'ils ont dit, c'est une opinion. Les gens sont libres de s'exprimer, mais quand vous êtes un prélat, à ce niveau-là, vous devez faire preuve de sagesse, d'autant qu'on a quand même entendu un évêque blasphémer, parce que quand vous convoquez le diable dans une homélie, c'est un blasphème. Rien dans la Bible n'autorise ça. D'autant que c'est un propos qui a été tenu dans la colère. Or, les Écritures nous disent que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté du Seigneur. Donc cet évêque devrait se repentir des propos qu'il a tenus, qui sont doublement inacceptables parce que ce sont des propos qu'il a tenus sous le coup de la colère, et il a osé convoquer Satan. Ce qui n'est pas acceptable quand on est chrétien. Vous voulez que je rappelle ce qu'il a dit? En tout cas, je peux vous rappeler ce que mes camarades ont pensé. Mes camarades ont entendu qu'il... Non, sortons pas du débat. Philippe Nanga. donc, effectivement, je dis, les gens sont libres de s'exprimer, mais l'Église a mieux à faire, notamment l'Église catholique. Ce n'est pas son rôle que de se mêler du pouvoir temporel. D'accord. Philippe? Bon, merci de me donner enfin la parole. Alors, je ne sais pas si on est venu faire la critique de l'Église catholique. Pour moi, je ne suis pas surpris parce que, contrairement à ce que j'entends ici, je veux d'abord rappeler que même les mouvements militants au Cameroun ont été soutenus par l'Église catholique. Parce que notre héros que nous vantons tous, Oumniobé, a été initié par l'Église catholique. C'est un prêtre catholique, n'est-ce pas, qui accompagne la vie militante de Oumniobé à travers le syndicalisme. Et le premier mouvement associatif au Cameroun légalisé, c'est la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et donc le mouvement, l'Église catholique a toujours constitué un espace de réflexion et d'action. Moi, j'ai eu
ma vie militante s'est construite dans l'église catholique. Moi, j'ai été à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, après à la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas de militant. C'est là-bas qu'on m'a appris à revendiquer. Nous sommes arrivés même à faire des lettres ouvertes à notre propre curé pour vous dire comment l'église catholique est ouverte à la réflexion et à l'action. Donc on pouvait se permettre de faire une lettre ouverte à notre curé parce qu'on n'était pas content d'un certain nombre de choses qui se passaient dans notre paroisse. Il faut le faire. Il faut être l'église catholique pour accepter cela en tant que mouvement des jeunes. Donc, et la JOC dont je vous dis, c'est un mouvement qui est bien connu dans le monde entier, qui agit, n'est-ce pas, dans le sens de construire la citoyenneté. Donc l'église catholique a toujours constitué un espace qui travaille à observer ce qui se passe autour de nous et à analyser et à proposer des actions de correction. Si je reviens encore dans le mouvement auquel j'ai appartenu, la JOC, nous avons une trilogie qu'on appelle le Voir, Juger, Agir. Et la JOC a été créée par un évêque. Donc le Voir, Juger, Agir, c'est-à-dire se poser pour bien lire ce qui se passe, n'est-ce pas? Juger, c'est analyser pour comprendre. Et agir, c'est pour agir pour transformer. Donc, je fais le lien aujourd'hui avec un monde à venir, parce que j'ai dit mes premiers pas de vie de militant, c'est dans l'église catholique. Et quand je pense un monde à venir, je transpose le voir, juger, agir à travers apprendre, comprendre et défendre. Donc pour vous dire comment j'ai été moulé en tant que militant dans l'action catholique. Donc moi je ne suis pas surpris, parce que le débat sur la vie sociale c'est fait dans l'église catholique. Ça se fait dans... Je peux vous dire, donner quelques indicateurs. Vous avez le prêtre qui gère la paroisse, mais vous avez un laïc qui est un peu comme l'économe, donc qui gère les biens et qui a le droit de regard sur la gestion de l'église. Or, le curé est le patron de l'église, mais il gère l'église avec les laïcs qui ont le droit de regard sur comment il gère. Pour vous dire que la démocratie, la réflexion, l'action, n'est-ce pas, la critique, c'est quotidien à l'Église catholique, c'est culturel. On apprend ça, on enseigne ça dans les mouvements d'action catholique. Donc je ne suis pas du tout surpris parce que, il a dit, les prêtres constituent des acteurs qui font face, j'ai envie de dire, en premier à la situation socio-économique. Parce que c'est eux qui accueillent les citoyens dans leurs églises. Et je vais vous dire, quand vous dites les prêtres s'occupent de la veuve et de l'orphelin, oui, effectivement. Quand vous allez dans les paroisses, vous allez voir tous les jours des gens défiler vers le presbytère pour aller voir le curé, pour aller voir les prêtres. C'est pas pour aller leur dire bonjour, hein. C'est pour aller avec les problèmes. Poser les problèmes. C'est pour aller poser les problèmes. Mon père, j'ai pas mangé. Mon père, mon enfant va pas à l'école. Mon père... Je vous dis, quand vous voyez les gens défiler là-bas, c'est pas pour aller donner au prêtre. C'est pour aller demander aussi. Et le prêtre doit apporter la réponse. Moi, j'ai eu des situations où je suis appelé par le prêtre, par un prêtre, par des curés, pour aider, pour apporter ma contribution, n'est-ce pas, pour des personnes en souffrance. J'ai eu à... Voilà, donc, pour dire que quand vous voyez les gens défiler dans les paroisses, c'est vraiment parce que ils vont soumettre des problèmes. Donc les prêtres se font face à la situation socio-économique à travers, n'est-ce pas, les chrétiens. Donc ils sont bien placés pour connaître la situation socio-économique, la situation sociale, la situation dans laquelle, n'est-ce pas, les populations vivent. Et donc du coup, s'ils ne disent rien, ça remet en question, n'est-ce pas, leur position de formateur de l'âme. Parce que la foi ne peut pas vivre sans les œuvres aussi. Or, comment le prêtre contribue à soutenir le citoyen qui vient tous les jours lui dire ça ne va pas? On a encore augmenté les impôts. Mon père, le sac de riz a augmenté. Mon père, le carburant a augmenté. Mon père, ceci. Comment il adresse ça? Il adresse ça comment? Il ne va pas organiser des marches pacifiques. Et il analyse, et puis les prêtres, ils ont des professeurs, des enseignants, tout ça. Ils ont des chercheurs.
Donc l'Église catholique, il faut savoir, d'abord, les curés eux-mêmes, ce sont des personnes qui ont été à l'école. Donc je connais beaucoup de curés qui sont des docteurs en sciences politiques, ils sont curés de paroisse. Donc ils ont la tête, ils réfléchissent, donc ils analysent et ils ont la capacité de dire, le problème, c'est celui qui est à la tête de notre pays. C'est lui le problème. Et c'est pas la première fois. Le cardinal Toumi, plusieurs fois, a fait des sorties dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, qu'ils se disent, bon, peut-être, en 2025, on va être libéré, et qu'ils ressentent la possibilité, libérer de quelqu'un qui n'a pas pu trouver des solutions aux multiples problèmes des citoyens camerounais. C'est ça, le problème. C'est qu'eux, ils n'ont pas la possibilité de dire, allons marcher pour faire contre ce qui se passe dans la société. Mais ils ont au moins la capacité d'attirer l'attention pour dire, les gens souffrent. Et si les gens souffrent, il y a une personne qui a un mandat de trouver des solutions. C'est celui qui a été élu, n'est-ce pas, qui est là comme président de la République. Et ils attirent l'attention du président de la République. C'est pour ça que, si vous analysez les propos de tous ces prélats qui ont fait des sorties, le Monseigneur Beda dit c'est irréaliste. Et il faut, un homme normalement constitué ne peut pas dire le contraire. C'est irréaliste de penser qu'un grand-papa de 93 ans va se présenter candidat pour gérer un pays. On voit très bien dans quelle situation le pays est aujourd'hui en état de vraiment avancé. Ce n'est pas acceptable. L'autre, dans le coup de l'énervement, est allé à convoquer, n'est-ce pas, Satan. Mais ça, on comprend très bien que la situation est tellement grave qu'il n'a pas pu se retenir d'utiliser, n'est-ce pas, cette figure pour dire aux gens, même si, parce qu'il n'a pas dit laissons le diable gérer notre pays, il a dit même si. Il n'a pas dit que laissons le diable. Il sait pertinemment cet évêque. Je veux dire que je ne vois pas trop la nuance. Ce qu'il a dit n'est pas trop différent de laissons le diable. Non, il n'a pas dit laissons le diable. Il dit même si. Il faut d'abord restituer le contexte. Il commence par dire nous avons déjà souffert et nous n'allons pas souffrir plus que cela. Il a dit vraiment on ne va pas souffrir plus que ça parce que cette personne-là est partie. Même si c'est le diable. Donc vraiment, si nous pensons, parce que certaines personnes disent souvent vraiment qui va alors diriger le Cameroun. Il a dit ne nous posons pas cette question-là parce que qu'importe celui qui va diriger ce pays, nous n'allons pas souffrir plus que cela. C'est pour dire que peut-être le diable va arriver, il va nous faire souffrir, mais on ne va pas souffrir plus que ce qu'on souffre là maintenant. Commençons par enlever celui-là et on va réfléchir après comment, n'est-ce pas, on règle nos problèmes. Parce que là, ça fait quand même 42 ans de souffrance et il pense que si quelqu'un qui a peut-être la statue du diable vient là, on aura le temps de nous organiser et on ne va pas lui permettre de faire 42 ans. Je ne pense pas que les Camerounais vont accepter encore qu'un monsieur vienne s'asseoir à 42 ans sans être capable de trouver une solution pour les citoyens camerounais. Ces sorties sont des prises de position politique. Oui, elles sont nécessairement des prises de position politique et c'est pour ça que moi je vais continuer à rappeler justement le contexte historico-politique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église en tant que mère et la France en tant que fille aînée, conduite par le général de Gaulle, avec comme relais au Cameroun le docteur Louis Paul Ajoula, sont le duo, je ne vais pas dire incestueux, mais sont le duo qui a mis à la tête du Cameroun le président Amadou Ahidjo. Et c'est également le docteur Louis Paul Ajoula qui a joué d'entre-gens pour que le président Paul Biya soit à la tête de l'État. Donc j'ai un tout petit peu de frissons quand j'entends dire que l'Église a été le principal partenaire d'Oumniobé. C'est pas ce que moi je sais de non, l'Église catholique a été catholique. Permettez-moi. A initié le premier syndicat dans lequel Oumniobé a été membre. C'est pas ce que je sais. C'est l'histoire. C'est pas ce que je sais de son Gaston Donat, c'était un prêtre catholique. C'est pas ce que je sais de son histoire parce que cette même église dans la Sanaga maritime a interdit à ses ouailles de baptiser ou de se rapprocher de l'UPC. Cette même église a joué un rôle trouble, je vais dire, dans l'assassinat d'Ernest Ouandié. Donc je pense, comme je l'ai dit, c'est un débat politique dans lequel les évêques, évidemment, en tant que citoyens camerounais, ont le droit et même le devoir de prendre des positions, mais il ne faudrait pas que cette situation nous pousse à effectuer, j'allais dire, une réécriture de l'histoire. Le peuple camerounais doit se libérer par lui-même. Il faut qu'il trouve la force de se libérer par lui-même sans avoir besoin de l'entre-gens d'un autre État.
parce que l'Église catholique, c'est un autre État. Patrick, si c'est donc une position politique, la réponse doit-elle être aussi politique? Je veux dire que les acteurs politiques doivent considérer ces évêques, on va pas dire tous, qui se sont mis selon Hiram dans le champ politique. Doit-il avoir des réactions politiques avec tout ce que ça comporte souvent comme non-port de gants? Non, avant de répondre précisément à votre question, je voudrais rajouter un petit élément sur mon propos introductif. Je pense que tout le monde ici, on a lu en 2021, je crois, le rapport du CAPS, cet organe du Quai d'Orsay, qui parlait de l'effet pangolin. Et dans ce rapport-là, la France, qui est bien entendu en perte de vitesse en Afrique, souhaitait impulser un vent de changement dans un certain nombre de pays africains. Je voudrais nous rappeler à tous que la France, dans ce rapport-là, identifie 4 groupes principaux qui doivent lui servir de levier dans son action de renversement des régimes en place. Le premier groupe qu'elle identifie, c'est le clergé catholique. Le second, ce sont les artistes, et le troisième, ce sont les diasporas. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'Église catholique est en train de jouer le jeu de la France, mais moi je constate... Vous considérez que 98% des prêtres qui sont des Camerounais sont des Français pour vous? Permettez que je m'exprime. Le clergé est constitué aujourd'hui à 98% des Camerounais. Permettez que je m'exprime. Ah non, c'est des Permettez que je Camerounais. m'exprime, monsieur Des Nanga. citoyens camerounais. Ce que je dis est factuel. Je rends simplement compte de ce qui est écrit dans un rapport publié par le ministère français des Affaires étrangères. Tout le monde peut vérifier. C'est quoi le lien avec l'Église catholique? Que cela vous plaise ou pas, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, pas en collaboration avec l'Église catholique. Pour en revenir, vous ne savez pas quel est le contexte. Non, il n'y a pas de lien avec l'Église catholique. C'est trop facile. Vous ne connaissez pas, pas quel est le lien que il n'y a pas de lien entre la France et l'Église catholique. J'ai entendu même que l'Église de la France, la fille est née. C'est votre... L'Église catholique. Oui, mais la France, tout le monde sait. Tout le monde. Ah, c'est réclamé. Ah, c'est bien de dire comme ça. C'est mieux de dire tout se réclame. Non, c'est mieux de dire l'Église se réclame. Pas de dire quelle est la fille née. Non, Philippe. Tous ceux qui ont étudié un peu l'histoire de France et l'histoire de l'Église catholique savent pertinemment que la France a pendant longtemps été considérée comme la fille aînée de l'Église catholique. Mais là, je voudrais revenir, si vous permettez, à la question qui a été posée par Tipita Tongo. J'ai eu l'occasion de le dire, et je pense que le ministre de la Communication l'a dit de manière explicite. Ce débat me semble être un débat prématuré. Et donc, les réactions du clergé me semblent être des réactions de personnes qui dansent un peu plus vite que la musique. Pour une raison très simple, c'est que des gens sont allés prendre un bout de phrase dans le discours que le président de la République a fait en fin d'année et ont déduit de ce bout de phrase que le président de la République avait indiqué qu'il était candidat. Moi, je me souviens que le 26 juillet 2022, répondant à une question posée par une de vos collègues, le président de la République avait indiqué que c'est en 2025 qu'il dirait s'il reste ou s'il va au village. Pour le moment, il ne s'est pas prononcé. Donc, la question ne se pose pas. Deuxième chose, pour ce qui est de savoir, parce que actuellement, il peut faire acte de candidature, mais il n'est pas formellement candidat, puisqu'il faut qu'il soit désigné par le RDPC. Donc la première question est de savoir s'il en a envie. Pour le moment, personne ne le sait. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Les statuts du RDPC lui permettent, en tout état de cause, d'être candidat. Et la Constitution ne s'oppose pas à sa candidature. Donc, le président de la République peut être candidat, mais à date, il ne s'est pas prononcé. Lorsque le président de la République prendra la parole et qu'il nous dira s'il souhaite rentrer au village ou s'il a décidé de rempiler, effectivement, ce débat pourra avoir lieu. Mais pour le moment, je considère que certains veulent danser plus vite que la musique. Attendez que le président se prononce, il se prononcera. Les évêques sont-ils dans le champ politique? Méritent-ils votre réponse? Non, mais écoutez, je pense que le RDPC a répondu avec élégance par la voix du secrétaire général adjoint au comité central qui a dit « Ne rudoyons pas
les hommes de Dieu, parce qu'après tout, ce sont des hommes de Dieu. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait les rudoyer. Ce d'autant que c'est une opinion. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a des gens qui appellent le président à se représenter, il y en a qui ont parfaitement le droit de l'appeler à ne pas se représenter. Je ne vois pas pourquoi il faut en faire un pataquès. Ce ne sont que Emmanuel des opinions. L'Église se met, en fait, certains évêques, là encore, certains évêques se sont-ils mis dans le champ politique? Méritent-ils des réponses politiques? Non, disons que les évêques sont des citoyens camerounais. Tous ces évêques ont tous leur carte d'électeur et vont voter le jour de vote. Il ne leur est pas interdit de voter, donc c'est des acteurs politiques. Ils sont comme tous les Camerounais. Donc ils peuvent donner leur point de vue. À partir du moment où ils peuvent faire aussi le choix. Nous ne pouvons pas leur dire qu'ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Et puis, s'agissant du président de la République, les statuts du RDPC disent que c'est le candidat naturel. Sauf s'il dit qu'il n'est pas candidat. En attendant, jusqu'à présent, c'est lui le candidat. Donc, s'il doit être candidat, il ne le dira même pas. Il a dit qu'il nous dira. Il nous dira au moment de la convocation du corps électoral. Maintenant, quand on s'approche de la date des élections, comme nous sommes aujourd'hui... Elle a dit que son engagement reste aussi fort. Hein. Voilà, nous sommes déjà dans l'année électorale. Il ne se prononce pas. Quel est l'engagement des premiers jours? Ouais. Non, mais Emmanuel, là, nous étions le 31, nous étions encore en 2024. Bon, maintenant, nous sommes des... Ouais, le 31, oui, nous sommes... Mais c'est le discours qui annonce 2025. Non, mais nous étions en 2024. Oui. C'est le discours qui annonce 2025. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes dans là-dessus. l'année électorale. Donc, justement, s'il ne dit rien, nous considérons qu'il est candidat. En fait, s'il dit quelque chose, c'est pour dire qu'il n'est pas candidat. Maintenant, s'il ne dit rien, c'est qu'il est candidat. Et il peut ne rien dire jusqu'à déposer sa candidature. Donc, on ne peut pas nous dire d'attendre qu'il le dise, puisqu'il le dira en dernière minute. Conclusion. Et avec ce qu'il a dit, qu'il est il est autant déterminé que le premier jour où il a pris le pouvoir, ça veut dire qu'il est candidat. Donc, moi, je crois qu'il ne doit pas avoir de débat là-dessus. Ils n'ont personne à tromper. Parce que s'il devait penser que... Puisque s'il doit mettre quelqu'un à la tête de son parti pour le remplacer, je crois qu'il lui faut quand même un peu de temps. Et que la personne puisse, sauf s'ils sont en train de le faire en catimini, et que la personne puisse se présenter au Camerounais et dire que c'est lui le prochain candidat. Nous sommes en 2025, les élections ont lieu en 2025. Je crois que le corps électoral doit être convoqué probablement entre le mois de juin et de juillet. Donc nous en sommes à quelques 6 mois de la convocation du corps électoral. Et déjà maintenant, ceux qui sont candidats devraient pouvoir, n'est-ce pas, se manifester, ou bien par un moyen ou un autre, devraient faire savoir aux électeurs qu'ils sont candidats et puis commencer à faire connaître leur programme. Donc, moi je crois que ce problème-là est un problème clair. Les évêques ont constaté que, comme d'habitude, nous risquons, n'est-ce pas, de nous retrouver dans une situation de ruse où quelqu'un nous dit « je vais vous dire si je serai » et puis ne dit rien, après finalement il est candidat. Et nous avons demandé, nous, dans notre parti politique, à tous les leaders d'opinion de se prononcer. Qui se prononcent? C'est notre pays, ce n'est pas des gens qui vont venir. Il faut que ceux qui se considèrent comme les leaders d'opinion disent quelque chose par rapport à cette situation. Est-ce que nous sommes d'accord qu'un monsieur qui a 93 ans aujourd'hui, qui doit avoir 93 ans, soit candidat aux élections présidentielles, puis qu'il a une machine qui lui permet systématiquement de falsifier les résultats, et il peut arriver qu'il gagne les élections par cette méthode-là, et qu'il soit notre président quand il aura 100 ans. Parce qu'il gagne les élections aujourd'hui, ça veut dire qu'à 100 ans, il sera encore dans son mandat. Est-ce que nous sommes d'accord qu'une situation comme celle-ci soit la nôtre? Et si nous ne sommes pas d'accord, que les gens se prononcent. Quand nous écoutons les évêques, nous disons que ce n'est pas assez. Parce qu'il faut que tous les leaders d'opinion se prononcent. Et puis il faut que les gens se prononcent. Il faut quand même remarquer également nous, on le dit, que nous ne sommes pas d'accord, que quelqu'un de 100 ans nous gouverne. Et il faut que les autres se prononcent. Ça ne sert à rien de dire ça ne marche pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Nous savons qu'un monsieur qui a cet âge-là, franchement, a d'autres problèmes. Quand il se lève le matin, il se demande si ses genoux sont en forme. Mais n'empêche qu'il y a aussi des gens des âges moindres qui ont d'autres problèmes. Oui, d'accord. Mais la vérité, c'est que quand vous avez atteint cet âge-là, vous avez fatalement ces problèmes. Maintenant, si des gens des âges moins ont également ce problème, il y a des gens des âges moins qui n'ont pas ces problèmes. Donc, nous pensons que... Et puis, il faut noter aussi, quand les gens vous aiment, ils aiment ce que vous faites. C'est une bonne chose. Mais quand vous exagérez, l'amour devient la haine. C'est-à-dire... Vous aimez le président? Non.
on l'a aimé à un moment donné, mais vous l'aimez plus. On t'aime 10 ans, 20 ans, tu es là, 30 ans, tu es là, 40 ans, 50 ans, 100 ans, tu es là. Non, écoutez, ça dit que la haine l'amour va se transformer en haine, fatalement. Et puis ce n'est pas son cas Philippe particulier. Nanga, il ne faut pas être excessif, parce que nous estimons que ce que le RDPC est en train de vouloir préparer là, c'est-à-dire qu'ils cherchent à être excessifs, et je crois que les Camerounais n'accepteront pas. Avant peut-être de vous passer la parole, je voudrais rappeler quand même que Monseigneur Jean Barga de Yaoundé a clarifié sa position dans un communiqué. Hein. C'est bien de remettre les choses à leur juste. En disant quoi alors? Il a dit que, bref, il a fait un communiqué, je vais le retrouver, on va le reparcourir, mais c'était juste pour le redire, pour le préciser. Alors, vous dites qu'il n'est pas contre les évêques. Philippe Nanga, vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure que l'Église catholique, dans sa vie historique, participe au développement, éducation, santé, solidarité. Il fait des dons, parfois, il il entretient des orphelins. Il coopère même souvent avec l'État pour résoudre un certain nombre de problèmes. Mais est-ce que la politique est comme la ligne rouge à ne pas franchir? Je veux dire que l'Église se serait exprimée sur les assistances sociales, sur les soutiens, on a dit aux orphelins, offre, je sais pas, dans la question de l'éducation, la santé, que, bon, ça n'aurait certainement pas fait grand bruit. La limite de cette collaboration est-elle la prise de position ou alors s'exprimer dans le champ politique? Mais ils jouent souvent des rôles, non? Comment tu peux dire ça? Je ne dis pas, je pose la question. Mais ils jouent souvent des rôles. Au Congo démocratique, on a vu l'Église prendre le devant et puis jouer un rôle. Vous aurez le temps de parler pour répondre tout à l'heure. L'Église doit jouer son rôle et même jouer un rôle politique. Il le joue partout. L'Église a un rôle politique, justement. Elle a aussi un rôle politique. L'Église a un rôle d'éducation, de formation, d'accompagnement des populations, de soutien. Donc, on ne peut pas lui enlever le droit d'analyser et de donner son point de vue sur la situation politique. Ça n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est un peu comme, je vous donne l'exemple d'un monde à venir. Hein. Vous savez, au début de nos activités, les gens disaient, c'est quelle association ça qui est tout le temps en train de parler politique et tout. Et bon, évidemment, ceux qui n'avaient pas de formation sur les questions, le rôle, les missions d'une association, pensaient qu'on n'avait pas le droit de nous prononcer sur les questions politiques. Les gens disaient, mais comment ils font? Alors, ils font quoi? Les gens m'interpellaient pour dire, mais tu es devenu politicien, c'est quoi cette affaire? Tu es toujours en train de parler du président, de la gestion, de la gouvernance. Donc, c'est un peu comme ça. Alors que c'est la mission, n'est-ce pas, des associations. C'est une mission, n'est-ce pas, dont on ne peut pas se défaire. L'Église catholique a un rôle fondamental dans la société parce que c'est l'autorité morale, il lui est reconnu, n'est-ce pas, cette qualité d'autorité morale. Et donc, quand ça ne va pas, elle doit se prononcer. Elle doit se prononcer. L'Église ne peut pas être hypocrite. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre une situation et ne rien dire face à cette situation-là. L'Église, n'est-ce pas, forme, éduque, accompagne, soutient. On ne peut pas seulement considérer l'Église comme un acteur de soutien, d'accord, comme un acteur humanitaire. Donc on voit seulement l'Église quand elle apporte de l'aide humanitaire. Donc on ne voit pas l'Église quand elle apporte, n'est-ce pas, son opinion, n'est-ce pas, sa contribution à la gouvernance politique. Non, l'Église apporte, n'est-ce pas, sa contribution à la gouvernance politique. Ça, il faut bien que les gens le sachent. Il y a des prêtres qui sont des enseignants. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle les prêtres ouvriers, c'est-à-dire c'est des prêtres qui se détachent pour travailler dans des usines, normalement, comme tout le monde. Ils dirigent des entreprises, et ainsi de suite. On a d'ailleurs les jésuites qui le font. Ils dirigent des entreprises privées. Donc, et ils sont prêtres. Donc, il faut que les gens comprennent comment ça marche, notamment dans l'Église catholique. Donc, ce n'est pas un déni, ce n'est pas une émission dans un champ qui ne leur appartient pas, qui n'est pas le leur. Ce n'est pas une émission dans un champ autre, non. Ils sont dans le champ social. Et dans le champ social, il y a du politique, il y a de l'économie, il y a du civil, il y a tout ça. Et donc, c'est normal. Je dis encore, l'Église est au cœur de la société.
c'est les prêtres, les protestants, les imams, tout ça, qui nous reçoivent chez eux, même si après on a les traditions et tout ça. Mais après, la plupart d'entre nous, nous allons vers ces leaders religieux-là qui nous écoutent, qui comprennent, qui essaient de comprendre la société et qui doivent contribuer. Et je vais vous dire aussi, le rôle joue la mission de l'Église aussi, l'Église a un rôle aussi d'alerte. L'Église lit la société et doit alerter pour dire attention, la direction que nous sommes en train de prendre peut être une direction dangereuse pour notre société. Il est bon qu'on fasse attention. C'est le rôle de l'Église. Parce que si demain il y a une déflagration sociale, on a quand même affaire, qu'on le veuille ou pas, à un grand papa. Moi, je dis que nous devons tous nous unir à sortir le président Biya du kidnapping dont il fait objet aujourd'hui. Je ne peux pas penser que ce monsieur-là... Oui. Je ne peux pas penser que le président aujourd'hui veut être là. Oui. Moi, je vais vous dire, j'ai fait à peu près 30 minutes, c'est ça a duré presque 30 minutes son discours, pas à écouter ce qu'il disait, moi ça ne m'intéressait pas du tout, mais à regarder la personne. C'est ça qui m'intéressait. Et si vous reprenez le discours, bien vous regardez le président du début à la fin, vous regardez la personne, vous avez l'impression qu'on a porté, attendez, vous avez l'impression qu'on a porté quelqu'un, un objet, on a posé là, et on a mis un micro, un truc, et puis c'est en train de... Ah oui, mais regardez ça. Laissez-moi poser la question. Oui. Et il a aussi été obligé de dire qu'il compte mener son mandat à terme. Mais on lui a fait dire ça. Mais est-ce qu'il est obligé de le dire? Il lui a... Mais je vous dis, quand vous regardez le discours, regardez l'homme, hein, du début à la fin, à aucun moment il ne sourit. Nous connaissons le président Biya, quand le président parle, il change d'attitude. Vous voyez, quand il parlait avant, il changeait d'attitude. Vous lisez ça dans son faciès. Quand il doit dire je vous souhaite machin, il y a un sourire qui arrive, mais vous avez vu un homme qui ne bougeait pas, statique, qui était là comme une momie. Est-ce que le président est à ce jour incapable de faire savoir que la fonction ne l'intéresse plus? Oui, il peut être incapable. À un certain âge, vous n'avez plus ces capacités-là. Monsieur Dipita, il n'a plus le canon pour le dire, alors qu'on le voit à la télé. Je suis sûr que vous avez eu au moins un grand-papa dans votre famille. Oui, j'ai vécu avec mon grand-père plus. Voilà, à un moment donné... Mais il était lucide, mon grand-père. Oui, là, il n'était pas encore arrivé à un niveau où il avait un certain âge quand même. Il n'avait pas encore perdu de lucidité. Non, parce qu'il avait un certain âge quand même. Il n'avait pas encore atteint 93 ans. Il était déjà sous assistance. Voilà. Donc, moi, j'ai connu beaucoup de grands-papas. À 90 ans, je vous dis, ils vous disent un truc là, ils vous disent le contraire dans 10 minutes, ainsi de suite. Et donc, à 93 ans, ça, je vous dis, je parle ici. Mais si tel est le cas, je demandais, est-ce que le président n'a aucun canal pour faire savoir mais à un moment donné, quand vous avez traversé, je vais vous dire, c'est un homme physique, hein? Ce n'est pas un extraterrestre, le président Biya. Si vous avez laissé le moment où vous aviez encore un peu d'énergie pour dire des choses, à un moment, vous ne pouvez plus rien faire. C'est pour ça que je n'ai pas de kidnapping. Moi, je dis que le président, nous sommes les leaders associatifs, même politiques, qu'il appelle les leaders politiques, que le président, pour nous montrer qu'il a encore toute sa lucidité, qu'il appelle les présidents des partis, d'accord, à une discussion. Sur la situation du Cameroun. Une causerie même. Une causerie. Une simple causerie. Qui nous rassure. Moi, j'ai besoin que le président nous rassure. Sincèrement, j'ai besoin qu'il nous rassure. Qu'il fasse appel au président de parti et pour une causerie, pour dire, écoutez, je vous ai appelé, on prend un café, on discute des affaires du Cameroun. Il y a une prochaine élection. Voilà. Comment on la gère, comment vous pensez, ainsi de suite. Vraiment, qui nous rassure. Moi, j'en ai besoin. La personne que j'ai vue l'autre jour, comme si on l'avait posée là, pendant près de 30 minutes, en train de lire, voilà, comme il faisait, ne me rassure pas. Moi, j'ai connu le président bien, quelqu'un qui, sa façon de parler. Je vous dis, moi, il ne me rassure pas. Il est tout sourire. Donc, en tant que citoyen camerounais, je m'interroge. Et de ce point de vue-là, je pense que il y a des gens qui profitent de sa situation actuelle et donc qui veulent encore profiter de sa situation et qui continuent à nous dire non, le président, il peut encore, c'est notre champion, il n'y a personne qui peut faire plus que lui. Donc, comme vous nous faites croire que dans ce pays, le Cameroun, là, on ne peut pas trouver moins vieux pour diriger le Cameroun. C'est une insulte à toute une population de 30 millions d'habitants. Oui, mais c'est une question d'âge aussi. C'est une question d'âge aussi. À un moment donné, l'âge a un effet sur vous. Monsieur Dipita,
il y a des choses que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui que vous faisiez il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vrai ou faux? Est-ce que je ne m'entraîne pas? Ah, non, même si vous vous entraînez. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu cette polémique sur Roger Mila. Hein. Tout le monde disait, on ne peut pas le laisser, et ainsi de suite. Le président allait le récupérer une fois, il est allé à la Coupe du Monde, il a marqué des buts. Très bien. On a un quart de finale. Là, il ne peut pas répartir, là. C'est fini, là, Roger Mila. D'accord? Il y a toujours une fin. C'est-à-dire, on a beau insister que non, il peut, à un moment donné, vous ne pouvez plus. Même si vous donnez 1 milliard aujourd'hui à Roger Mila d'aller, il va vous dire vraiment, c'est gentil, mais je ne peux pas. Pour ressortir, complémentarité ou année électorale, on rentre dans la rivalité politique. Philippe, Patrick, je commence avec vous pour sortir, hein, c'est la question pour sortir. Oui, moi je voudrais commencer par rappeler que la question de la candidature du président Biya se pose pour les militants du RDPC. Nous, il ne nous vient pas à l'esprit. Comment cela? Les Camerounais, il sera le président du RDPC. C'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Au moment où nous en sommes, la question concerne au premier chef les militants du RDPC. Au premier chef. Que c'est relatif. Et il ne nous vient pas à l'esprit, nous, de décider de qui sera le candidat du PCRM, de qui sera le candidat du MRC. Donc, je suis étonné que vous ayez des militants dont l'activité principale soit d'aller de plateau en plateau pour dire qui ne doit pas être le candidat du RDPC. Si vous estimez qu'il est vieux, bon, vous l'avez déjà tué. Vous avez prétendu que c'est son hologramme qui fonctionne. Vous nous avez même informé de ce qu'il est rentré pour attendre son décès qui serait un décès imminent. Puisque vous considérez qu'il est incapable, attendez qu'il déclare sa candidature et allez avec son bulletin de santé, dit aux Camerounais, ne le votez pas parce qu'il est trop vieux, puisque c'est ça votre programme politique. Nous, on ne se mêlera jamais de choisir qui sera votre candidat. Je vous prie d'avoir la même sagesse parce que les Camerounais vous entendent tous les jours et au moment de faire leur vote, ils voteront en conscience. Vous ne déterminerez pas leur choix. Les Camerounais, si les Camerounais décident de faire confiance à un monsieur qui a 92 ans, ils le feront et vous n'y pourrez rien parce que c'est un vote souverain. Moi, pour le moment, je ne me prononce pas parce que j'attends, comme tout le monde, que le président nous dise quelle est sa posture. Mais si le président souhaite être candidat, soyez assurés que le RDPC battra campagne pour lui, pour une énième victoire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous avez un pur sang, pour un prix d'Amérique, vous ne venez pas le changer à la dernière minute. Le président de la République est pour le RDPC ce que Ourazi est au prix d'Amérique, c'est-à-dire un grand champion. Et s'il veut compétir, nous l'accompagnerons pour une énième victoire. Hiram, oui, complémentarité ou rivalité en cette année électorale 2025 entre l'Église catholique ou certains évêques et le RDPC, ses militants. Oui, vous me permettrez justement de répondre à la question en poursuivant ou en donnant la réplique à ce que le docteur Ifoué a dit. La question de la candidature d'un homme de 92 ans ne peut pas être le seul apanage du RDPC. C'est la nation camerounaise tout entière qui est en danger. C'est l'avenir du peuple camerounais qui est en danger. Nous ne pouvons donc pas laisser cette question se débattre au sein de son parti politique. Le président de la République a 92 ans. Il a vraisemblablement fait le choix de se maintenir au pouvoir et ça ne date pas de maintenant. Quand on regarde son style managérial, on peut bien y déceler un certain nombre d'actes et de stratégies qui ont été mises en œuvre pour qu'il se maintienne au pouvoir. Le peuple camerounais a le droit et le devoir d'être lucide et de comprendre que les temps que nous vivons en ce moment sont extrêmement critiques. Ils appellent à une réaction forte de notre part. Donc autant le président de la République a choisi de se maintenir au pouvoir, autant nous devons choisir de l'y déloger. D'abord pour l'aider lui-même, parce qu'il a besoin d'aide, il faut qu'il aille se reposer. Mais ensuite pour assurer un avenir sain à un pays de 30 millions d'habitants, où plus de 50% de la population a moins de 20 ans, où l'âge moyen est de 19 ans. Ce n'est pas un homme de 92 ans qui peut encore nous garantir notre avenir. Donc simplement pour sortir de là, à la suite des évêques, à la suite de tous les leaders d'opinion, comme on l'a dit, les artistes,
les influenceurs, comme on les appelle vulgairement, les sportifs également, doivent se prononcer parce qu'il en va de l'avenir de tout le monde. Il faut donc que l'on se mobilise en commençant par nous inscrire sur les listes électorales, par obtenir notre carte d'électeur et évidemment par voter le projet le plus consensuel qui apparaîtra suffisamment fort pour redonner au peuple camerounais sa souveraineté. Emmanuel, complémentarité ou rivalité? Non, je crois qu'il faut éviter, il faut que les militants du RDPC cessent ce genre d'histoire. Hein, parce qu'on a vu des icônes de football venir dire nous soutenons le président. Mais eux, ce ne sont pas des politiciens. Ils ont été très contents de voir que une icône, sinon la plus grande icône de football, disent que je veux soutenir la candidature du président de la République. Alors, si vous pouvez accepter ça, il faut accepter aussi que les évêques fassent leur sortie. Parce que les évêques aussi contribuent, comme a dit M. Nanga, que les évêques contribuent beaucoup. Ils construisent des écoles, ils forment des enfants, ils ont des hôpitaux, ils ont tout, ils ont des universités, etc. Donc, quand vous avez investi comme ça dans un pays, vous devez quand même chercher à savoir comment le pays est géré. C'est tout à fait normal. Et puis, si ils se rendent compte que le pays est mal géré et qu'à la tête du pays, il n'y a personne, c'est tout à fait normal qu'ils s'inquiètent et à la limite qu'ils se prononcent. Donc on va dire que le Vatican c'est un État et tout ça. Non, c'est des gens qui ont investi au Cameroun, qui sont des Camerounais et qui pensent qu'ils doivent, n'est-ce pas, se prononcer, n'est-ce pas, sur des questions d'actualité qui concernent le pays dans lequel, n'est-ce pas, ils ont mis toute leur vie. Donc il faut leur donner il faut leur permettre de donner leur point de vue. Et puis il ne faut pas que ce soit seulement les évêques. Il faut que, comme j'ai dit tantôt, que toute la société puisse, chacun dans son secteur d'activité, donner son point de vue, puisque quand le pays est mal gouverné, ça se ressent dans tous les secteurs. Et puis, quand on dit que le président a 93 ans, 92 ans, 96 ans, je ne sais plus. Et pourquoi vous avez vu la signature du président sur le communiqué final de la CEMAC. Vous avez vu cette signature? Ça ne ressemble en rien à la signature qu'on nous présente. C'est-à-dire que non, mais la signature évolue. Hein. Non, mais c'était sa vraie signature. Avec la fatigue, justement. C'était la banque, la dernière fois, on m'a demandé d'actualiser ma signature. Oui, mais je vous dis que c'était sa vraie signature. Mais vraiment, ça n'avait rien à voir avec celle qu'on nous présente tous les jours, avec les hautes instructions. Et puis à ce niveau, la signature est quand même scannée, non? Ouais, oui. Mais j'ai dit que nous avons vu sa signature sur le communiqué final. Aucun rapport. Et puis nous avons vu le président dans son discours. J'espère qu'on va... Dans son discours, le président, j'ai compris que ce n'est pas le président qui a fait ce discours. Parce que le président a dit des choses qu'il a déjà dites en 2011. C'est-à-dire que nous sommes allés au commissariat pastoral de Bolova. C'est une habitude. Il s'est répété. En 2011, il nous a dit que l'argent est déjà disponible pour la route Ebolova-Kribi à Com 2, Ebolova-Kribi par Lodov, 100 éléments Ebolova. Il a dit tout ça. Il a même dit qu'il y a des unités d'engrais qu'il va construire, etc. Qu'on va créer une entreprise. Mais tout ce qu'il a dit là, il a dit en 2011. Donc je ne sais pas s'il a oublié qu'il l'avait déjà dit en 2011, parce que généralement le président fait un discours de 15-20 minutes à la fin d'année. Mais il a fait 30 minutes, et j'ai eu l'impression que c'était la compilation de ses anciens discours. C'était un message de revoir. Ouais, et que c'était un message, puisqu'il a ressassé tout ce qu'il a déjà dit, il s'est répété, et puis bon, moi je me suis dit que peut-être, j'attendais qu'à la fin du discours, après nous avons dit tout ça, qu'ils nous disent que merci beaucoup, je ne me représenterai plus. Mais malheureusement, il a dit qu'il nous souhaite et qu'il est encore plus déterminé. Sa détermination intacte comme au premier jour. Alors j'ai dit, mais alors là, parce que quand vous suivez le discours jusqu'à la fin, on s'attendait à ce qu'une annonce puisse être faite. Mais malheureusement, j'ai dû saouler le discours. Pour vous, l'âge idéal d'un président qui entrera en exercice maintenant? Non, pas un président. L'âge général. Vous ne pouvez pas mettre les gens en retraite à 55, 60 ans, et à 100 ans, vous nous dites que vous êtes contre. Donc, vous serez bien que le président ait 55 ans? Non, pas que le président ait 55 ans. Je dis qu'il y a un seuil. Nous voyons dans tous les pays du monde. Non, on a dans tous les pays. On n'a pas vu facilement un président qui a 90 ans. C'est lequel le seuil? Hein? Non, je ne donne pas un seuil, mais je dis que nous n'avons pas vu. Donc s'il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de poussée à ce que le président soit... À 80 ans, il faut en principe, à 70 ans, il ne faut plus être. À 80 il faut arrêter. On a vu, le Cameroun ne va pas vivre ce qu'on a vécu avec les Tunisiens, avec les Zimbabwéens. Zimbabwe, Mugabe. Dernièrement. On ne va pas vivre ça. Vous avez un mec qui est là, on pense qu'il est là, et puis un jour,
on l'amène là à la télé, puis quelqu'un d'autre dit que bon, désormais c'est moi, il est là aussi, il ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut nous éviter ça. Philippe, ça peut arriver même à un individu de 50 ans. La question, la peine de la lucidité est liée au développement de pathologies. Ce n'est pas forcément lié à l'âge. C'est vrai. Heureusement que vous avez fait forcément. Bien sûr, ce n'est pas forcément. C'est bien d'ajouter forcément. C'est un facteur naturel et aggravant. L'âge est un facteur naturel. À un certain âge, c'est fatal. Non, l'âge est un facteur naturel. Donc, à 100 ans, on peut continuer. Pour ne prendre que mon cas, bon, le mois est haïssable. Mon grand-père a vécu jusqu'à 120 ans. À faire quoi? Pardon? Quand il avait 100 ans, il continue à faire quoi? Je dis jusqu'à 120 ans. Mais c'est ça que je veux dire. Si tu vis à 120 ans, après vous êtes couché. Non seulement il était parfaitement lucide, mais à 120 ans, il lisait encore. Non. Mais on n'a pas ça vous étonne? Philippe avait la parole pour le... Ça vous étonne? Vous n'avez pas répondu à la question de sortie. On n'a pas besoin d'un président qui lit. On n'a pas besoin d'un président qui lit. On a besoin d'un président qui se déplace. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre l'Église catholique et le champ politique. Le sous-entendu, c'est de savoir si cette année, on verra des évêques s'exprimer aussi souvent comme ça sur des questions politiques, puisque c'est une année qui va certainement s'animer. Certainement, parce que si les choses ne bougent pas, je suis sûr que les évêques vont prendre davantage la parole pour accompagner, n'est-ce pas, les fidèles que nous sommes. Parce que les fidèles ont besoin d'être accompagnés. À un moment donné, je vais vous dire comment ça fonctionne dans les églises, que ce soit chez les protestants, chez les musulmans. Quand les fidèles, n'est-ce pas, font face à des situations sociales, politiques ou économiques difficiles, ils se réfèrent à leur autorité morale. C'est comme les chefs traditionnels. Quand ça ne marche pas, on va vers le chef pour dire que là, ça ne va plus au village. C'est la même chose avec les fidèles. C'est-à-dire quand les chrétiens se rendent compte que ça ne marche pas, tout le monde va vers le prêtre pour dire « Mon père, vraiment, ça ne marche pas. On ne sait plus comment on va s'en sortir. Là, les routes, l'électricité, ça va dans tous les sens, et machin. » C'est lui qui est le porteur de toutes les douleurs des populations. Et à ce moment-là, il doit se prononcer. Sinon, il ne rassure pas les fidèles. Donc, je pense qu'ils vont se prononcer, ils doivent se prononcer, comme tous les acteurs doivent se prononcer. C'est ce que nous faisons en tant qu'associatif. Il me semble que l'autorité religieuse, l'autorité morale doit aussi se prononcer. Je pense qu'ils doivent, il faut accompagner. Parce que, je vais vous dire, dans la perspective de la préservation de la paix et de la cohésion sociale, il faut accompagner les populations. Parce que, comment on prévient, n'est-ce pas, souvent les violences sociales, les crises sociales? C'est parce qu'on éduque, parce qu'on informe, parce qu'on accompagne. Et la critique ou alors la mise en avant, en lumière d'un problème, ce n'est pas pour appeler au désordre, non. C'est pour attirer l'attention. Je pense que si je considère que le président de la République a encore moins des oreilles qu'il peut écouter, il peut se dire quand même, ou quelqu'un va aller lui dire, vraiment, là, les évêques, ils n'ont pas souvent l'habitude de se prononcer comme ça. Là, ils sont en train de dire, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Les imams, les pasteurs, voici ce qui se dit. Les chefs traditionnels, voilà ce qui se dit. Merci, parce qu'on voit dans d'autres pays, souvent, quand ça ne marche pas, le président allait vers les chefs traditionnels. On voit ça en Afrique de l'Ouest. Ils vont vers les chefs traditionnels, ils vont s'asseoir, ils vont écouter. D'accord. Ils vont vers les religieux, les chefs religieux, ils vont écouter. Patrick, il y a un téléspectateur fidèle, il faut le dire, depuis la France d'ailleurs, qui lui demande: le président sera-t-il capable de débattre avec un candidat de l'opposition? Bon, la question est de savoir il n'a jamais débattu. Si c'est indispensable. Il n'a jamais débattu avant. Pourquoi est-ce qu'il faudrait... C'est pas indispensable. Est-ce que c'est indispensable? Oui. Quand vous avez ce rituel-là, parce que c'est un rituel télévisuel, ce rituel-là est un rituel qui se fait quand on a souvent des élections à 2 tours, ou quand on a une élection comme l'élection américaine, où vous avez très rapidement deux principaux candidats deux camps qui s'affrontent. Oui, là, ça fait sens. Mais chez nous, on a une élection à 1 tour où il faudrait que le président débatte avec tous les candidats, parce que ça suppose que le président se retrouve éventuellement sur un plateau, y compris avec Jean Jenga. Pourquoi pas, s'il est candidat. On va prendre la transition et passer au thème suivant. C'est un bon cher. Eringa de transition. Non.
Oh là là, il n'y a personne qui est avec nous ici. Nono et Ringando, on veut la transition. Oh là là. C'est Jean-Dieu Gantan, c'est un non. On parle à présent des enjeux électoraux et les défis économiques, on l'a dit. Le président d'ailleurs l'a précisé. Cette année, nous connaîtrons en principe 2 élections, les élections régionales, mais aussi l'élection présidentielle. Mais c'est une année aux défis économiques importants. D'ailleurs, le dernier sommet extraordinaire de la CEMAC a rappelé aux uns et aux autres les défis dans lesquels nous sommes engagés, les difficultés dans lesquelles nos pays sont plongés, et d'ailleurs à travers un certain nombre de dispositions budgétaires par exemple, on sent que la vie économique en 2025 sera assez difficile. Donc ces enjeux électoraux et défis économiques, d'abord Emmanuel Kounié, bon, il est certain, hein, l'État a prévu les moyens suffisants pour organiser les élections cette année. Est-ce que cette année électorale, ou alors est-ce que l'organisation de ces élections ne va pas engendrer, je veux dire, est-ce que ça va pas, est-ce que ça n'a pas de, je veux mieux formuler, hein, parce que quand on regarde les villes mortes, 91, on regarde les février 2008, on sait qu'en période politique intense, la vie économique prend un coup assez fort. 2025 pourra-t-elle, cette année, échapper à cet aspect-là? Non, je crois que quand on regarde le budget tel qu'il se présente, on se rend compte que d'abord notre budget est un budget surévalué. Parce que nous avons... Ce sont les éléments qui vous font dire ça. C'est un budget surévalué parce que nous avons un budget qui se chiffre à 7 317 milliards. Mais quand nous regardons comment le budget est constitué, nous nous rendons compte que les emprunts sont de 1795 milliards. Ça veut dire qu'en réalité, le budget réel hors emprunt, c'est de l'ordre de 5500 milliards. Et puis quand vous regardez ces emprunts... Les emprunts ou le service de la dette? Le service de la dette globalement, c'est-à-dire que les emprunts et les intérêts. Et non, ça ce sont les emprunts. Ça n'a rien à voir avec le service de la dette. C'est les remboursements. C'est là que se trouve le service de la dette. Le service de la dette, c'est l'ordre de 1375 milliards. Ça veut dire que nous empruntons pour rembourser. Si nous empruntons pour rembourser et nous mettons ça dans notre budget, on triche. On dit qu'on a 7 000 milliards, mais on n'a pas 7 000 milliards. Donc, on a dans les 5 000 et poussières de milliards. Et nous savons bien que généralement nous payons systématiquement, n'est-ce pas, le service de la dette est généralement réglé. Le Cameroun est toujours à jour. Donc nous allons verser les 1375 milliards aux bailleurs de fonds. D'ailleurs, c'est 1375 milliards, plus, ça c'est 1753 milliards, justement. Le service de la dette, c'est-à-dire les annuités plus les intérêts. Alors quand on voit donc qu'on a un budget surévalué de cette manière, et quand on regarde le budget lui-même, on se rend compte que pour l'investissement, nous n'avons que 1600 milliards. Alors que pour l'investissement, pour le fonctionnement, on a près de 4000 milliards, un peu plus de 4000 milliards. C'est-à-dire que le fonctionnement est énorme par rapport à l'investissement. Alors nous entrons dans une allée électorale. Ils vont sur le plan de l'investissement, il n'y aura rien. Il n'y a rien à investir, pratiquement rien. Et vous savez que rien que pour l'entretien de nos équipements, on est obligé d'investir là-dessus. Ça veut dire que nous n'aurons même pas de projet nouveau par rapport à ce budget. Sauf si nous avons des financements extra, nous n'aurons pas de projet nouveau. Il faut faire l'entretien de routes, il faut faire l'entretien vous avez le barrage je crois que c'est le barrage de Memvele qui a des problèmes. Le barrage de Natsigal même a des fissures. Il faut aller travailler là-dessus. Et puis, nous avons construit tous ces équipements sans pouvoir insister ce qu'on appelle le contenu local, c'est-à-dire qu'en aucun moment, ceux qui sont venus, les multinationales qui sont venus faire ces investissements, n'ont pu avoir l'obligation de travailler avec nos ingénieurs pour que ceux-là, après eux, puissent au moins s'occuper de l'entretien de l'ouvrage une fois que l'ouvrage. Donc, dès qu'il y a une difficulté, on est obligé de refaire appel à ces gens-là, de faire à nouveau appel à ces gens-là pour qu'ils viennent travailler. Conclusion, cette année, c'est une année très difficile. Très difficile parce que
sur le plan de l'investissement, nous n'aurons pas grand-chose. Moi, je peux vous dire que quand on regarde l'investissement, ce qui est prévu pour l'investissement, 1650 milliards, le personnel de l'État seul prend 1586 milliards. C'est-à-dire qu'il prend presque, c'est-à-dire rien que le personnel, il prend presque ce que nous, on va investir. Et ça devient très compliqué. Ça veut dire que, tel que les gens ont présenté ce budget, j'ai l'impression que ce sont des gens qui pensent qu'après cette année, ils ne seront plus là. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent, ça va donner ce que ça va donner. Ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller puisqu'ils vont nous laisser un pays charcuté, endetté, surendetté. D'ailleurs, quand on parle de la dette, ils disent toujours que les autres aussi sont endettés. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas ça le problème. Les autres sont endettés, mais il y a les actifs que la dette a produit. C'est-à-dire que si nous sommes ici autour de cette table à 5 et que nous avons la dette, chacun 100 000 de dette, mais qu'il a 300 000 francs d'actifs, on ne se plaint pas. Mais si on avait 100 000 francs de dette et qu'on regarde ce que la dette a permis de produire et qu'on n'a même pas 50 000 chacun, ça devient un problème. C'est ça la dette. La dette n'est un problème que parce qu'on ne voit pas ce que ça sert à faire. Donc, cette année est une année électorale, mais telle qu'ils ont présenté le budget, ils sont en train de vouloir prendre, ils ont mis tout dans le fonctionnement parce qu'ils auront la main dessus. Ils n'ont rien mis dans l'investissement parce qu'ils ne veulent pas investir. Et puis, je dis qu'à la fin de cette année électorale, le Cameroun sera un pays à reconstruire. Parce que ce budget est un budget comment dirais-je, est un budget comme on dit au quartier, c'est un budget de frappe. C'est-à-dire qu'ils nous ont frappé, ils ont frappé dans ce budget. C'est-à-dire que c'est un budget. Ils donnent directement la parole à c'est tout simplement terrible. Mais monsieur le député, j'ai l'impression que j'ai été oublié sur le plateau. Non, du tout. Ça fait 40 minutes que les non, autres c'est le parlent. troisième tour de. Bon, moi, je suis un peu amusé par les analyses d'Emmanuel Kougné. Il est économiste et je l'ai connu un peu plus sérieux que ça. Bon, monsieur Kougné, vous nous dites que la dette camerounaise n'est pas vertueuse et qu'il y a des pays dans lesquels la dette est vertueuse. La dette française, c'est 3 000 milliards d'euros. Oui. La dette américaine, c'est 32 000 milliards de dollars. La dette ivoirienne, c'est 34 000 milliards de francs CFA. La dette est vertueuse quand elle crée suffisamment de croissance pour qu'on puisse la rembourser et donc, par effet mécanique, elle décroisse. Aucun de ces pays, on ne voit dans aucun de ces pays-là la dette décroître. Elle augmente de manière mécanique d'année en année. Je reste sur la Côte d'Ivoire. Ils ont un projet, le budget validé pour 2025, c'est 15 300 milliards. Tout à fait. Sur les 15 300 milliards, il y a 6 300 milliards d'emprunts. Oui. Ça, vous le savez. Oui, mais il reste 9 000 milliards. Oui. C'est 6 300 milliards d'emprunts. Nous, on est seulement à 1700 milliards et vous estimez sur un budget de combien? Mais Emmanuel, permettez. Nous sommes à 1700 milliards, vous estimez que nous ne sommes pas sérieux. Les Ivoiriens font 6300 milliards. Vous estimez que c'est normal. On appelle ça les valeurs absolues. Permettez. Il faut raisonner en valeurs relatives. Ça, ce sont les valeurs absolues. Ok. Quand vous avez 15 000 milliards, 50%, c'est 7 500 milliards, n'est-ce pas? Oui, donc quand vous avez 6 300 milliards, vous êtes à plus de 40% d'emprunt pour financer votre budget. C'est un peu comme si M. Philippe Nanga, ici présent, pour prendre soin de sa maisonnée, a besoin de 100 000 francs. Et sur les 100 000 francs que M. Philippe Nanga a besoin pour faire fonctionner sa maisonnée, il emprunte tous les mois 40 000 à Emmanuel. Mais est-ce qu'il fait fonctionner la maison? Mais vous ne faites pas fonctionner votre maison, mais lui fait fonctionner sa maison. Permettez que je développe. Ouais. Vous-même, vous avez indiqué tout à l'heure que le Cameroun est à jour de ces échéances. C'est-à-dire que nous payons rubis sur ongle, nous tenons nos engagements. Donc, première chose, ce n'est pas sérieux de venir dire ici que le Cameroun emprunte un chemin qui n'est pas un chemin vertueux. Nous sommes à peu près 12 000, 13 000 milliards de dettes. C'est-à-dire que la dette de la Côte d'Ivoire, la dette de la Côte d'Ivoire bientôt sera pratiquement le triple de la dette du Cameroun. Moi, je considère que nous avons une gestion de bon père de famille. C'est-à-dire qu'on s'endette, mais on s'endette modérément. Vous avez prétendu tout à l'heure que le budget est un budget axé sur la consommation et très peu sur l'investissement. Je voudrais vous rappeler, et vous le savez très bien, parce que je connais votre sérieux quand vous voulez potasser les chiffres du budget. Vous savez très bien avec moi que les ministères qui s'occupent des infrastructures bénéficient de 1400 milliards à peu près dans ce budget-là.
c'est une part significative de ce budget. Vous savez très bien, avec moi, Emmanuel, que en même temps qu'on est en train d'achever Nachtigal, la société de projet de Kikot a été créée et que le projet va être lancé incessamment. Vous savez très bien, avec moi, que le projet pour prolonger le chemin de fer du Cameroun pour N'Djamena va être lancé en 2025. On vous demande le bilan. Non. Permettez. Laisse les projets. On vous demande le bilan, on ne vous demande pas les projets. Monsieur Biya nous a donné les Emmanuel, ça ne sert à rien. Emmanuel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas de projet. Emmanuel, ça ne sert à rien. Faites le bilan. Emmanuel, ça ne sert à rien. Comment il parle de projet? Nous avons eu les projets en 2011. Emmanuel, ça ne sert à rien. Emmanuel, ça ne sert à rien. L'usine d'engrais où? Mais il faut arrêter les projets. Emmanuel, ça ne sert à rien. Le président dit qu'il y a l'usine à carreaux. L'usine à carreaux, ça c'est encore un projet. Non, elle est créée. Mais elle a été. On a créé les autres. Il y a même quelques tracteurs qu'on a dans la brousse là-bas qui ont été semés. L'usine à tracteurs fonctionne aussi. Si vous voulez qu'on y aille, je vous y amène. Ce que je veux dire, nous parlons d'un budget. Faites le bilan, pas le projet. Non, Emmanuel, vous le savez aussi bien que moi. Quand on parle de budget, ce sont des prévisions. Le budget lui-même est un projet. Comment vous voulez me sortir de la logique de projet? Je suis dans la logique de projet, puisque le budget c'est un projet. Est-ce que le budget c'est une réalité? Parlez-nous de votre bilan. Qu'est-ce que vous avez fait en 2025? Nous parlons du budget et des défis économiques de l'année 2025. Terminé. Et j'indique simplement que le gouvernement a un certain nombre de projets sur lesquels il est engagé, ce qui fait d'ailleurs sens avec l'engagement que le président a réitéré dans son discours quand il disait que les défis, il faut les transformer en opportunités. Les opportunités, ce sont les opportunités. On ne croit plus à sa parole. Merci, monsieur. Les opportunités, ce sont ces projets. La question. Dernière chose, très rapidement. Les lois de finances s'empilent et il y a un effet d'accumulation. Vous savez très bien que dans la loi de finances de 2024, il y a un certain nombre d'exonérations qui ont été prises pour favoriser, pour encourager le contenu local. Vous savez très bien que dans le cadre du budget 2025, on a carrément enlevé la TVA sur les farines à base de produits locaux. Donc je crois que même sur ce coup-là, le gouvernement essaye d'être au plus près des desiderata des populations camerounaises. Ce n'est pas comme ça. D'accord. Hiram, année électorale, est-ce une année économiquement risquée? Elle l'est, mais je m'en voudrais quand même de dire que j'ai fait 45 minutes, pratiquement 50 minutes sans la parole. Mais Non, c'est pas possible. Non, c'est une réalité. Vous pouvez 50 minutes. Oui, 45 ça veut dire que vous n'avez pas fait l'émission? Il y a eu. Vous avez que depuis là, nous regardons. Et normalement, vous deviez me regarder parler jusqu'à la fin de l'émission. Mais plus sérieusement, les anomalies ou les insuffisances que l'on peut relever dans le budget ou dans la loi des finances de 2025 trouvent leur essence beaucoup plus tôt. Ce serait analyser les conséquences sans parler des causes. En 2009, le gouvernement de notre République a produit un document stratégique pour la croissance et l'emploi qui projetait ce que le Cameroun sera à l'horizon 2035. À l'époque, le Cameroun faisait à peu près 6% de croissance et on nous avait dit que raisonnablement, nous devions gagner 1 point de croissance par année pour atteindre une croissance de 9 à 10% en 2015, la maintenir à 10 chiffres, à 2 chiffres pendant 10 ans. Et donc, ce serait la garantie pour notre pays de doper son économie, de doper son industrie pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Aujourd'hui, on se félicite d'avoir un taux de croissance de 3,8%. Il faut te dire qu'il y a la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr, mais malgré le contexte international, malgré toutes les contraintes que l'on connaît, l'écart entre 11% de croissance et 4% de croissance nous permet de tirer la conclusion que nous ne serons pas émergents à l'horizon 2035 et que le gouvernement de la République a fondamentalement échoué dans son programme économique à l'attention des Camerounais. Et quand un gouvernement a échoué, il faut en tirer les conséquences. J'en tire deux principalement sur le budget sans aller dans le détail des chiffres. La première, effectivement, c'est qu'il faut une rationalisation de la dépense publique. Il faut diminuer considérablement ce que je vais appeler les dépenses inutiles. Pendant que les Camerounais souffrent, on voit que la pradocratie continue de croître. La pradocratie. Oui, c'est-à-dire la capacité d'un État à se doter de véhicules alors qu'il y a des urgences sociales de base auxquelles on n'est pas en train de répondre. Donc, je note. Il faut faire un travail de fond sur les dépenses liées aux immobilisations de l'État, les véhicules, les domiciles, les loyers, les factures de carburant, les missions, et d'un autre côté, renforcer notre capacité à lutter
véritablement contre la corruption, avoir une transparence plus forte sur la déclaration ou la gestion des recettes pétrolières et minières, et en fin de compte, se doter d'une nouvelle logique économique, une logique économique qui repose sur la transformation locale de nos ressources, le content local, sur l'arrêt de l'exportation à tout va de nos matières premières sans première transformation locale. Et sur ce plan-là, ceux qui nous dirigent sont arrivés à bout de souffle, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils nous avaient à nous proposer. Il manque d'innovation et le seul moyen pour eux de financer leur train de vie, c'est de continuer de ponctionner l'impôt sur les salaires des Camerounais. Donc, la conclusion, la situation économique, elle est catastrophique, elle est à regretter. Je pense qu'elle le sera encore plus en 2025. Une seule réponse, il faut démettre ce gouvernement et mettre à la tête du pays des personnes compétentes, des personnes raisonnables, des personnes qui vont user et utiliser l'argent des Camerounais avec respect et avec considération. Juste vous rappeler que la dernière fois que les évêques ont parlé comme vous, il y a eu tout un communiqué du gouvernement. Je dis ça pour rire un peu. Je suis un peu habitué au communiqué du gouvernement. Bon, vous avez fait 50 minutes, je donne la parole à... J'en ai fait 5. Non, attention, c'est d'abord Philippe. Non, lui, il a parlé après moi. Non, vous avez parlé. Vous parlez depuis. Il a parlé. Vous parlez depuis tout à l'heure. Il n'a pas encore parlé. Je pense que M. Nanga et moi sommes laissés pour compte sur ce plateau. C'est cette rubrique. Non, oui, mais je pense que c'est intéressant qu'on parle, qu'on lit un peu l'économie et les élections en cette année, parce que je crois que là, le gouvernement va se faire prendre dans son propre piège. Parce que d'année en année, la situation économique s'est détériorée. On a vu le pouvoir d'achat diminuer et on voit encore avec la nouvelle loi de finances que ça va s'aggraver avec les salaires qui vont connaître une diminution, avec des taxes nouveaux qui vont apparaître. Et donc, en pleine année électorale, ce serait bien pour les Camerounais d'analyser, n'est-ce pas, cette situation d'aggravation de la situation socio-économique et sans doute de faire une bonne lecture, n'est-ce pas, des propositions politiques qui vont être faites. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant qu'on arrive, n'est-ce pas, à cette année électorale avec des projets qui restent des projets depuis plusieurs années. Je vais évoquer notre fameuse route Douala-Yabassi qui ne finit pas depuis 6 ans, notre autoroute Douala-Yaoundé qui ne finit pas depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, les projets d'électricité, d'eau qui n'en finissent pas. Je crois que nous devons aujourd'hui y réfléchir. C'est pour ça que moi j'attire l'attention des politiques. Il y a de la matière. Les populations ont besoin, n'est-ce pas, de sentir que nous pouvons, parce qu'on a le potentiel. On a le potentiel. Le Cameroun n'a pas à vivre la situation qu'il vit. Les Camerounais n'ont pas à vivre la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Et donc, il suffit de bien gérer notre pays, d'asseoir une gouvernance économique fiable, transparente, pour que tous les Camerounais vivent décemment. On a un pays qui est confisqué par une frange de la population qui font ce qu'ils veulent de notre argent. On a vu des rapports, n'est-ce pas? Je ne sais pas si... c'est pour ça que moi je m'interroge. J'ai de bonnes raisons de m'interroger sur la capacité physique et mentale de notre président à agir encore efficacement. Ça, je le dis avec beaucoup Est-ce que vous avez des éléments qui vous donnent de penser le contraire? Oui, parce que nous avons le rapport de la Chambre de comptes qui date de 3 ans, il me semble. De 3 ans, qui était quand même assez clair. Je doute que le président, qui nous avait dit que s'il a les preuves, il va agir. En même temps, le président ne nous a pas toujours habitués d'agir du tic au tac. Ah non, 3 ans, 4 ans, c'est pas du tic au tac. C'est 2021, ça fait 4 ans bientôt que ce rapport date quand même. Je pense qu'il est là éternellement. Voilà, il aurait pu agir. Surtout que des personnes indexées sont là, continuent à diriger, n'est-ce pas, à gérer des grosses enveloppes de notre argent public. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'on soit encore, qu'on ait encore à la tête quelqu'un qui est suffisant, qui peut encore frapper du poing sur la table.
vous ne pouvez pas m'expliquer qu'une route comme Douala-Yaba, c'est 6 ans, n'est-ce pas, intégré dans le budget. Il y a 6 ans, c'est toujours pas terminé, c'est moins de 80 km. La pénétrante est à Douala. La pénétrante est à Douala. Franchement, on n'a toujours pas fini. Hein. On est toujours là en train de travailler. C'est des vieux projets. On fait 1 heure là-bas. Donc, je crois que c'est pour ça que je m'interroge. Et les détournements vont en s'aggravant. Je voyais encore ce matin, je n'ai pas vérifié si c'était exact ou pas, que dans une ambassade de notre pays, il y a 600 millions de francs qui ont été emportés par quelqu'un dans la chambre de Madame l'ambassadeur. Vous voyez que quand même, dans un pays normal, comme ça, là, il y a une décision le lendemain qui va tomber. Vous n'allez pas nous dire qu'est-ce que vous faites avec 600 000. Et ce n'est pas le premier haut responsable de notre pays qui se retrouve avec autant d'argent. Comment? Il y a d'autres cas vérifiés. Hein. Est-ce que c'est établi? Non, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pas établi, il vaut mieux en parler. J'ai précisé que personnellement, puisque nous faisons du fact-checking, c'est pour ça que j'ai. Voilà. C'est quand même une télévision crédible qui a fait passer l'info, donc je ne confirme pas, puisque je dois vérifier. Nous vérifions toujours les informations. C'est en venant ici que j'ai vu l'info. Mais ce n'est pas la première fois qu'on apprenne qu'un ministre a vu voler 700 millions de francs dans sa maison. Qu'est-ce que le ministre fait avec 700 millions de francs dans sa maison? Je pense qu'on a de gros soucis de gouvernance dans notre pays. Et en cette période électorale, il est bon que les citoyens prennent le temps de regarder les offres politiques, n'est-ce pas? Parce que nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est d'accompagner les citoyens pour leur dire, écoutez les amis, le vote, ce n'est pas mon cousin, ce n'est pas ma cousine, ce n'est pas mon oncle, c'est l'offre politique. C'est qu'est-ce qu'on vous propose? Ceux qui viennent vers vous proposent quoi? Et il faut savoir voir le réalisme de ce qu'on vous propose et de dire oui, ça c'est possible, on peut sortir de là. Et c'est pour ça aussi que vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce que le président de la République va pouvoir débattre, le candidat du RDPC va pouvoir débattre avec les autres? Moi, ce n'est pas une question de débattre avec les autres. J'ai besoin de voir un candidat qui s'exprime, qui va sur le terrain, qui fait sa campagne. Parce que c'est vous, même si vous avez un projet qui est un produit de votre parti, de votre formation politique, c'est d'abord vous, si le parti a choisi que c'est vous qui devez le porter, c'est vous qui devez le défendre. Je ne vois pas comment... Parce que les Camerounais le votent même sans tout ce déploiement. Je ne sais pas si les Camerounais le votent. Personne ne l'a jamais voté. Je crois, M. Dipita, que vous aussi, en tant que journaliste, vous avez la responsabilité de marteler qu'on a envie de voir les candidats venir s'exprimer à la télé comme on voit ailleurs. Vous l'avez dit. Oui, non. Il faut non, franchement, ce n'est pas acceptable qu'on se retrouve avec un président qui n'a pas fait de campagne. C'est-à-dire, on l'a vu nulle part. Le Cameroun est une particularité dans le monde entier, même en Chine. Le président, il fait des campagnes. Donc, je pense que cette année 2025, il faut que les Camerounais donnent leur voix à quelqu'un qui va venir vers eux, qui va s'exprimer, qui va leur proposer une offre claire, rassurante, pour qu'on sorte de ce marasme économique et social dans lequel on est depuis quelques années. Alors, l'autre aspect de la question que je viens de poser, mais qui n'a pas forcément été abordé dans les réponses, c'est de dire qu'en période électorale, on vit souvent des tensions sur les marchés, dues à l'appréhension des commerçants. Je fais un schéma. L'élection présidentielle qui c'est peut-être le 22 octobre, mais la semaine là on se dit, la semaine d'après peut-être qu'il y aurait des troubles, peut-être que, alors paf, inflation, le prix du riz augmente, et puis tout le monde court dans les marchés pour s'approvisionner, sachant que c'est peut-être le lundi, puisque l'élection c'est un dimanche, le lundi personne ne sortirait parce que... Emmanuel Kounié, est-ce qu'on risque ce genre... Est-ce que cette simulation pour être réel en cette année 2025? Ouais, ça, c'est un détail, M. Dipita, que cela ait lieu ou pas. Je ne crois pas que ça va impacter grand-chose sur la vie des Camerounais. Moi, je crois que on doit... Enfin, excusez-moi, hein, c'est vraiment un détail.
Parce que s'il y a inflation, si les gens estiment que après les élections, il y aura inflation et qu'ils s'approvisionnent, ou bien que les gens vont sur le terrain et ils trouvent que les prix ont grimpé parce que les commerçants... Nous vivons cela tous les jours. Et puis nous avons un taux d'inflation à l'heure actuelle qui déborde les 6%. Les 6%. Donc c'est excessif. D'ailleurs, quand on parle de taux de croissance, on dit qu'on a un taux de croissance de 3,8%. Si le taux d'inflation, lui, il est à 6%, et si le taux de croissance démographique est déjà à 2,8%, c'est-à-dire le contrepoids du taux de croissance, c'est le taux d'inflation et le taux de croissance démographique. Ça neutralise complètement le taux de croissance. Et là, en ce moment, on est obligé, n'est-ce pas, de vivre la pauvreté. Donc, voilà. Donc, ça peut arriver, mais si ça arrive, ce n'est pas... Le plus important, c'est plutôt le candidat. Parce que quand je regarde, nous disons au candidat du RDPC... Le projet ou le candidat? Non, le candidat du RDPC. Quand le candidat du RDPC vient, dans son discours, il nous dit que le gouvernement fait des efforts de redressement et de transformation structurelle de notre économie. Alors que dans leur programme économique, comme a dit mon jeune frère du MP3, c'était écrit noir sur blanc que c'est le secteur privé qui doit être le moteur de la transformation structurelle de l'économie. D'où vient-il que le gouvernement soit le secteur qu'on parle de transformation structurelle entre les mains du gouvernement? Le gouvernement, de fait, ne crée que le cadre. Le gouvernement, c'est un facilitateur. Il met des infrastructures et il crée des conditions pour que les opérateurs économiques... Et pire encore, le président nous parle de l'opérationnalisation progressive de la zone industrielle intégrée du port en eau profonde de Kribi. Et il nous précise que cette zone industrielle doit permettre de transformer le cacao, le café, les VA. Mais attendez un peu. Il va d'abord prendre le café pour aller transformer Ce sont les routes qui permettent que... Et quand s'il transforme le café, ils acheminent ça où? Et puis, depuis qu'ils nous ont parlé de l'impôt substitution, ils ont transformé quoi? Parce que l'impôt substitution supposait que nous, on produise et qu'on exporte, qu'on arrive déjà à nous satisfaire et à faire de l'exportation pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des devises pour nous sentir mieux. D'ailleurs, il a dit que il a dit aux jeunes, je ne sais pas si c'était en 2011 toujours, que les jeunes devaient se retourner vers l'agriculture, vers l'économie numérique. Et il a, à Kribi, il nous a promis la préparation d'une réforme foncière pour permettre à ce que, n'est-ce pas, l'acquisition des terres puisse être facile et qu'on puisse se lancer dans l'agriculture. Même une phrase, depuis 2011, nous sommes aujourd'hui en 2024, on n'a même pas parlé de cette réforme foncière. Donc quand quelqu'un vient nous faire des discours... Je crois qu'au 31 décembre, il a quand même parlé de la problématique foncière. Oui, mais il ne fait que parler de ça. Je vous dis qu'en 2011, il nous a promis qu'une réforme foncière va être mise en place et que les jeunes doivent s'orienter vers l'agriculture. 2011. Et où? À Kribi. Et nous sommes aujourd'hui en 2024. Même la réforme foncière, qui est un texte qu'il doit préparer, il n'arrive pas. C'est les routes qu'il va aller faire. Mais je crois que la situation... Ces gens doivent comprendre qu'ils sont essoufflés. Moi, quand je vous dis que quand j'ai suivi ce discours du début à la fin, même mes enfants... C'est la fin qui vous a manqué. Non, mais j'étais saoul. J'ai saoulé ce discours. C'est parce que je me saoulé d'admiration? Non, je ne me sentais plus en moi parce qu'il y avait tellement des incohérences dans cette affaire, des projets qu'on a annoncés depuis 2011, qu'on vient encore nous annoncer aujourd'hui, mais c'est intenable. Et puis quand quelqu'un arrive à ce niveau, il doit comprendre qu'il a peut-être fait, dans tout ce qu'il a fait, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il y a 2 grains de diamant dans le panier de sable. Mais s'il continue à rester, même les 2 grains de diamant, ça sera tout un panier de sable, il n'y aura plus rien dedans. Le peuple camerounais en décidera. Patrick, cette année électorale sera-t-elle un poids économique? Bon, écoutez, je pense que on sort de 3 années où les tensions inflationnistes étaient significatives. Je crois qu'en 2022, on a eu 6,9, 2023, 7,4 et puis en 2024, on devrait être autour de 4,5. Donc, il y a une inflation qui pèse sur le... 2024 oui. Mais lui-même a dit qu'il a 3, combien? Non, il parle d'inflation, du taux d'inflation. Ah, le taux d'inflation, ok.
Je parle de l'inflation. Et je dis, bon, l'INS n'a pas encore sorti. Non, lui-même a dit qu'on prévoit 5% l'année prochaine. On devrait être autour de 4,5. Non, il a dit 5%. Lui-même dans son discours. Oui, moi je dis qu'on devrait être tout bon. Donc c'est contredit ton président. On attend tous. Celui qui fait les calculs, c'est l'INS. On attend tous que l'INS nous dise. Et on peut aussi faire des projections. Voilà, en suivant, parce que je suis quand même ça. On devrait être autour de 4 points, on devrait être autour de 4,5, 4,7. Ça signifie quand même que les ménages camerounais ont souffert. Parce que, effectivement, les produits du quotidien, notamment, quand le litre d'huile raffinée passe de 1000 francs à 1500, ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas du bien au porte-monnaie. Donc, d'autre part, je crois que le sommet du 16 décembre indiquait bien qu'il y avait de l'ordre à remettre dans les politiques budgétaires des États. Je crois que le Cameroun n'était peut-être pas le premier concerné parce que les situations critiques se rapportaient surtout au Congo pour un certain nombre de raisons. Ils ont maquillé les comptes, c'est ça, ils ont maquillé les comptes. Et puis la situation gabonaise qui n'était pas aussi saine. Et je crois qu'il y a des engagements qui ont été pris. Je suppose que dans ces engagements-là, il y a la perspective d'un ajustement budgétaire. Donc il est possible que automatiquement autour du mois de, c'est souvent en juin. Voilà, à la fin du premier trimestre. Voilà, on est un collectif budgétaire pour tenir les engagements qui ont été pris là, et effectivement, on ira peut-être vers la modération sur un certain nombre de dépenses qui sont des dépenses des dépenses de fonctionnement. Maintenant, je crois que la difficulté que le gouvernement a avec l'inflation, c'est que quand tu as un marché qui est autant atomisé que le nôtre, si tu veux lutter contre l'inflation, il faut déréguler totalement. Or, si tu dérégules, tu vas faire le contraire de ce que Emmanuel est en train de dire, parce qu'il faut favoriser la production locale et la consommation locale. Donc, le gouvernement est dans une situation difficile. Il faut aider les ménages, donc il faut lutter contre l'inflation, mais en même temps, il faut continuer à favoriser la production locale. Dernière chose, Emmanuel a une vision d'un État qui est un État animateur. Moi, je pense que l'État doit rester un stratège, c'est-à-dire qu'en matière de politique industrielle, c'est quand même lui qui définit les grandes orientations et qui dit « je souhaite, s'il y a des investisseurs, que ce soit dans tel ou tel secteur que nous considérons comme stratégique pour telle ou telle raison ». Et il a des outils pour inciter les investisseurs à investir, notamment la fiscalité, ainsi de suite. Donc que le président dise que dans le plan directeur industriel du Cameroun, on souhaite que des unités de transformation d'un certain nombre de matières premières que nous produisons par ailleurs s'installent à Kribi, me semble. À l'intérieur de. Il n'y a pas là une Il n'y aura rien puisqu'il dit des choses qui ne se réalisent jamais. Donc il faut laisser. Je crois que le Premier ministre était à Kribi le 30 pour poser une première pierre. Le Premier ministre y était déjà précédemment pour inaugurer l'usine de Saint-Paul. Donc, il y a une zone industrielle. On a inauguré beaucoup d'usines. Il y a une zone industrielle. La pénétrante est de notre douane. Elle est en train de mettre 5 ans. On a mis la Elle n'est pas inaugurée, Emmanuel. Donc, non, je dis qu'on a posé la première pierre depuis. Je parlais. Il ramène la parole. Je ne me souviens pas. Il y a eu la pose de la première pierre de la pénétrante, là. Il ramène la parole. La question de savoir si la situation économique difficile pourra avoir un impact, une incidence sur les choix électoraux des électeurs. Elle doit avoir. Je ne sais pas si elle aura, mais elle doit nécessairement avoir. En principe. Les militants du RDPC qui votent souvent en majorité, le président de la République vont... Qu'ils sachent donc que si dans cette situation économique où nous courons droit vers le mur, ils se décident encore à voter le président de la République actuel, ils auront eux-mêmes sonné le glas de leur fin. Ce sera la mort définitive du Cameroun et ils ne seront pas épargnés. Ils peuvent se dire qu'il est le moindre mal, non?
il ne sera pas épargné. Le moindre mal, c'est le moindre... Quand il y a des délestage, c'est tout le monde. C'est le moindre mal qui nous a conduit dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On a parlé des infrastructures routières. Vous avez dit que le président de la République encourage les jeunes à faire l'agriculture dans ses discours depuis pratiquement 15 ans. Moi, je viens d'une toute petite bourgade dans la Sanaga maritime où les mangues pourrissent dans le village parce qu'on est incapable d'avoir des routes pour les ramener seulement à Edea, qui est à moins de 30 km. C'est ça la réalité de notre agriculture. Il y a quelques mois encore, des cultivateurs de plantains dans la zone de Messondo ont bloqué le train, dans le train Camra de Douala vers Yaoundé. On a passé toute la journée de 7h à 23h parce que justement le train n'a pas pu arriver et que leurs produits ont pourri sur place. C'est ça la réalité de notre économie. Et c'est ça la réalité de la détermination à nous servir depuis 42 ans. C'est ça le résultat. Si nous décidons de donner un mandat de plus à cette qualité de service, cette mauvaise qualité de service, alors je ne sais pas ce qu'il restera du Cameroun après l'année 2025. Moi, je pense que les Camerounais doivent être courageux. C'est un moment particulier de notre histoire. Nous devons être courageux, y compris les militants du RDPC. Nous devons avoir le courage de prendre la bonne décision une fois dans les urnes. Mais cette bonne décision-là, elle se prépare. C'est un long processus. Nous avons encore 9 mois. La première étape, c'est de s'inscrire sur les listes électorales. La deuxième, M. Nangala dit, c'est d'analyser froidement les projets politiques qui nous seront proposés, particulièrement leur aspect économique. Il faudrait que les candidats soient en mesure de nous dire comment est-ce qu'ils vont permettre la création de richesses, comment est-ce qu'ils vont permettre la réduction de l'impôt qui pèse sur le dos des Camerounais, comment est-ce qu'ils vont permettre l'amélioration de l'offre énergétique pour que justement l'industrie locale puisse se développer, et surtout comment est-ce qu'ils vont gérer avec parcimonie l'argent que les Camerounais vont leur confier. La seule sanction qui mérite, c'est de déloger ce gouvernement à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour vous, la bonne décision, si le président est délogé, la bonne décision, ce serait qui? La bonne décision, celui qui aura présenté le bon programme. Ce sera le programme qui permet de répondre aux aspirations d'une population camerounaise extrêmement jeune, qui permettent de J'avais dit qui? Il n'avait pas dit quoi? Non. Mais pour le moment, monsieur Dipita, nous ne sommes pas là. L'élection, c'est dans 9 mois. Si vous me demandez qui, je suis un acteur politique. Bon, vous savez que le président doit plus être là, mais vous ne savez pas qui. Je suis un acteur politique. Vous me demandez qui. Bon, vous direz comme l'évêque. Non, je vous dirais que le meilleur choix, c'est... Le meilleur choix, c'est Hiram Samuel Yodi du MP3. Je suis un acteur politique. Vous êtes candidat? Je ne suis pas candidat. Mais pour le moment, le travail, c'est de mettre sur la table des programmes et les Camerounais arbitreront en fonction des programmes. Alors, à contrario, Philippe Nanga, est-ce que la situation économique difficile décidera les électeurs d'abord à se mobiliser grandement? Bien sûr. Donc, ces abstentions qu'on a souvent vécues, qui sont quasiment du même taux que le taux de participation, qui sont importantes, je veux dire. D'abord, donc, est-ce que les Camerounais vont se mobiliser? Je dis, économiquement peinés, ils vont se dire, bon, écoutez, pour que ma voix compte, qu'on ait plus cette situation économique, je vais voter. Et est-ce que, je reviens sur la question précédente posée, est-ce que cette situation économique peut déterminer le choix des électeurs? Peu, oui. Loin. Peu, oui. Maintenant, pour qu'on y arrive, il faut un travail d'éducation, de sensibilisation et d'accompagnement. C'est pour ça que les acteurs qui ont la charge d'accompagner les citoyens camerounais doivent faire leur boulot. Il y a les médias qui doivent permettre, à travers leur programme, n'est-ce pas, d'amener les citoyens à comprendre l'enjeu derrière les élections. Parce que souvent, on avait avant l'effet inverse, c'est-à-dire les gens se disaient « Ah, vraiment, je préfère me concentrer dans mon truc, mon macabo, avant de macabo l'histoire des politiques. » là, je préserve mon macabo. Voilà, c'est pas intéressant. Mais je pense que depuis 2018 déjà, on a vu qu'il y avait une nouvelle classe politique, qui avait des propositions, une nouvelle dynamique derrière, et il y a un nouvel engouement qui s'est estompé un peu en 2020, mais depuis 2024, depuis l'année dernière, on voit que les gens ont repris espoir et nous devons continuer à faire ce travail d'éducation et ça, nous on le fait. Depuis le 2, nous avons des équipes déjà sur le terrain et nous allons davantage déployer des équipes sur le terrain dans les semaines à venir. Dans les 360 communes, on a prévu de déployer près de 1450 personnes dans les 360 communes du pays pour accompagner, n'est-ce pas, les citoyens, avec des jeunes qui vont faire de l'éducation électorale, c'est-à-dire justement
parler aux populations, parler aux bensikineurs, parler au Bayam Selam, que les gens comprennent qu'il y a un lien entre le déficit énergétique et les élections, qu'il y a un lien entre l'accès difficile à l'école, l'accès difficile à la santé et l'élection. Montrer ce lien-là et montrer comment est-ce que justement il faut savoir faire le choix pour ne pas vivre la même situation après des élections, parce que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai l'habitude de dire, ça n'a pas de sens que d'élection en élection, de mandat en mandat, que la situation des Camerounais ne change pas, même au niveau local. Ça n'a pas de sens qu'une commune pourrisse pendant 30 ans, 40 ans, alors que tous les 5 ans, il y a des élections. Ça veut dire que nous aussi, les citoyens, on a notre part de responsabilité derrière. C'est pour ça que le travail doit s'accentuer, n'est-ce pas, dans les jours à venir, parce qu'il ne faut pas attendre justement dans 9 mois, il faut faire le travail maintenant. J'ai vu des gens en 2018, quand ils ont vu les candidats qui avaient vraiment une offre politique intéressante et une dynamique derrière. Qu'est-ce que je vais dire? Une stratégie de communication vraiment qui était, pour la première fois, on a vu des gens utiliser des stratégies de communication qui étaient intéressantes. Des gens avaient dit, mais fille, comment je fais pour avoir une carte électorale? Mais c'était trop tard. On avait déjà convoqué le corps électoral. Et ça, c'est l'occasion pour moi de dire aux gens, n'attendez pas la dernière minute. On peut convoquer l'élection à tout moment. Attention, on peut convoquer l'élection à tout moment. Voilà. D'abord parce que c'est l'échéance normale. Ça peut aussi parce qu'il y a une indisponibilité qui appelle à un fait naturel, qui appelle à ce que on anticipe, n'est-ce pas, la convocation du corps électoral. Nous devons être préparés à cela. On ne le dit pas. Il faut parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, moi j'ai encore un peu du temps, on a dit qu'on a au moins jusqu'au mois de juin. Non, ça peut être avant juin. Donc je pense que les gens ne doivent pas attendre la dernière minute pour s'aligner. On a vu les gens l'année dernière, au mois de juillet, août, septembre, derrière. Non, voilà, à la fin, là, les 3 derniers mois, les gens étaient alignés. Il ne faut pas attendre, c'est dès janvier maintenant. Nous, on a prévu, n'est-ce pas, de déployer des équipes. On a prévu un soutien à l'élection de Cameroun en mettant à leur disposition même du matériel, parce qu'à travers un projet que nous avons avec la Félix Chebet, on a même prévu du matériel à mettre à la disposition de l'élection de Cameroun pour les aider, n'est-ce pas, à communiquer, à travailler et à mobiliser des populations. Je pense que si nous le faisons, effectivement, et qu'on arrive à éduquer, parce qu'il faut faire de l'éducation électorale. La sensibilisation ne suffit pas. Je dis souvent à mes amis politiques, c'est très bien de dire aux gens, allez vous inscrire, mais il faut pouvoir expliquer aux gens pourquoi il faut aller s'inscrire. Pourquoi c'est important. Il faut montrer le lien. Votre question est très intéressante parce qu'il faut montrer le lien entre la situation économique et la situation politique. Il faut montrer le lien entre la situation sociale que nous vivons et l'élection à venir. Comment est-ce que les choses peuvent basculer? Parce qu'on a fait un bon choix ou un mauvais choix. Les électeurs ne sont pas suffisamment éduqués. Ah non, mais ça, je vous dis, vous ne pouvez pas me dire que si les Camerounais avaient une bonne éducation politique, on aurait vécu 42 ans de misère et tout ça dans les communes et tout. Si on vit ce que nous vivons depuis longtemps, c'est que, à un moment, je vous ai dit qu'à un moment donné, le taux d'abstention était très élevé. Absolument. Pourquoi? Parce que les gens disaient vraiment, je préfère vendre mon macabo, l'histoire d'élection, je ne suis plus là-dedans. Mais je pense que depuis quelques années, il y a un travail qui s'est fait par les partis politiques, par les associations et aujourd'hui par les médias. On voit que les gens commencent à comprendre que, ah non, l'histoire qu'on nous disait que c'est déjà fait, c'est déjà clôturé, on ne peut plus rien faire, personne ne peut gagner des élections. On peut encore faire la mobilisation parce que nous avons l'expérience de 92. L'expérience de 92 qui nous indique que si on crée la masse critique, c'est que nous sommes en train de rechercher depuis quelque temps, monsieur Emmanuel, il le sait, avec le John Fonzi en 92, on a vu comment, même si les règles de jeu, n'est-ce pas, sont traficotées comme c'est souvent le cas, mais s'il y a une masse critique importante, on peut inverser la tendance avec cette masse critique. Emmanuel. Oui, moi je crois que le vrai problème, parce qu'en réalité, ça fait plusieurs années, 2 ou 3 ans, qu'on est en train de travailler sur le terrain. Et puis, beaucoup de gens sont en train de s'inscrire. Et je crois qu'on pourra atteindre peut-être la masse critique de 10, 11, 12 millions d'inscrits. Bon, mais le problème, il y a un autre problème. Le problème reste ces gens qui, c'est-à-dire que les acteurs électoraux, et les CAM, la Cour constitutionnelle, et le fameux code électoral qui est un problème. Parce que dans ce code électoral, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait toiletter, mais le parti au pouvoir
freine de quatre fers pour que le code électoral ne soit pas un code électoral qui permette de faire des élections transparentes. Alors nous disons à ceux qui s'inscrivent que aujourd'hui, même en 92, on a gagné les élections, mais on n'a pas pris le pouvoir. Même Froundi a gagné les élections, mais il n'a pas pris le pouvoir. Donc il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à être dans tous les bureaux de vote. Qu'on arrive d'abord à voter, à surveiller le vote, mais qu'on sache que même au niveau de la commission, parce que elle est quand même, quand on arrive à la commission communale, la commission locale de vote, on fait un procès verbal. Maintenant, on va à la commission, parlant des élections présidentielles, la commission départementale, elle est quand même plus là. C'est un magistrat qui est président de la commission départementale. Les 58 procès-verbaux qu'on fait à la fin, c'est un magistrat qui est là. Et généralement, qu'on le veuille ou pas, on ferme les mouvements de personnel à la veille des élections ou bien 2 mois avant les élections. Et comme disait quelqu'un à Yaoundé, monsieur Biya ne va pas dire à quelqu'un d'aller bourrer les urnes. Mais quand il te nomme à moins de 2 jours, tu te sens dans l'obligation de faire des choses que lui-même ne t'a pas demandé. Implicitement, tu te lances dans des... Donc nous devons savoir que nous allons vers l'inconnu. Il faudrait donc qu'il y ait une surveillance stricte, qu'on soit présent partout et qu'on sache que ce que nous risquons, c'est la faute. C'est le détournement, n'est-ce pas, du résultat du vote. Parce qu'on peut faire tout ça, les gens peuvent aller voter, mais quand on va arriver quelque part, on va enlever un procès verbal et mettre un autre. Tout le travail qu'on a fait va tomber dans l'eau. Donc il faut qu'il y ait une vraie stratégie de veille au niveau surtout de la commission départementale. Parce que quand le PV qui va sortir de la commission départementale va aller à la Cour, au Conseil constitutionnel. D'accord, monsieur. Et c'est ce PV qu'on va regarder. Et que la masse critique que nous allons avoir, que les gens sachent que cette masse critique est une masse électorale. Si le vote c'est tellement parfait. Si le vote est détourné, que cette masse critique protège le vote. Non, se transforme en masse citoyenne. Absolument. Nous n'accepterons pas que ces gens-là volent notre vote cette fois. Mais il faudrait que ce soit tout le monde qui n'accepte pas. Il ne faudrait pas que ce soit 2 personnes. On dit on accepte. Quand vous aurez fini, j'aurais envie de dire fin de ce beau film. Il faut que la masse critique soit capable de se transformer en question de... Monsieur le député, je vous prends l'exemple du Noun. Hein. Le Noun, les gens, là-bas, il y a une masse critique qui existe depuis quelques années. Les gens savent aller au vote et protéger leur vote et ils ont le résultat. Ils deviennent une masse critique citoyenne. Je commencerai par le Noun. On voit bien que malgré la masse critique, le RDPC est en train de revenir. On a un député là-bas, on a désormais des mairies. Donc moi je dis il faut faire attention. J'étais dans cette ville en 2018 avec des MSistes et on était dans les bureaux de vote. Bon, quand ils viennent parler de fraude, quand ils viennent parler de fraude ici, on était tous devant les tableaux où on faisait les décomptes. Hein. Le problème n'était pas ici. Le problème n'était pas ici. C'était à la Cour constitutionnelle. Permettez. Mais à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Les PV ont disparu. Monsieur Atangana, il ne reste que 2 minutes, j'ai encore une question. Permettez. Je dis, on était tous dans les bureaux de vote, on était devant les tableau. Pour une ville comme Douala, qui était le bastion, qui est réputé la question qui nous permet de l'opposition. La question qui nous permet de sortir. Douala était un bastion de l'opposition. Patrick. Malheureusement, le RDPC ne s'était pas effondré. Donc vous imaginez bien que si le RDPC ne s'effondre pas, voilà. On a 2 minutes, chacun 1 minute pour répondre. Comment garantir la cohésion? Non. Garantir la cohésion sociale pour maintenir la stabilité post-électorale. Après le vote, quel est le la paix, la stabilité, comment? La stabilité qu'ils vont continuer à rester là. Ils vont dégager, ils n'auront pas de stabilité, ils vont partir, c'est d'autres gens qui vont venir. On veut la paix sociale après les élections. Non, mais je crois que Emmanuel Kougne vient de vous révéler leur projet. Ils pensent que par Mont et par Vaux, ils vont arriver à leur fin. Mais j'ai envie de dire, comme dans la fable, rien ne sert de courir. Mais il ne faut pas voler le vote. Si vous tentez, cette fois vous allez voir. Les deux ont déjà répondu. Nous ne l'avons pas fait. Des réponses. Non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Merci. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gens avec cette fable. Non, justement, le premier facteur important que nous avions souligné, nous, parce qu'on avait avec le président de la République, c'était de modifier les règles de jeu pour qu'elles soient transparentes et équitable pour tout le monde. Maintenant, non, elles ne le sont pas toujours. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que les citoyens camerounais, n'est-ce pas, puissent
de façon massive, je n'ai pas beaucoup de mots massif, mais de façon en grand nombre, qu'on crée ce fameux, n'est-ce pas, cette fameuse masse critique électorale qui va nous permettre d'avoir des citoyens convaincus de l'enjeu électoral qui vont préserver, n'est-ce pas, les résultats des votes. Et même défendre les résultats. La préservation du vote, c'est la clé. Parce que si les citoyens sont témoins du résultat et que ce résultat-là est préservé, je crois qu'on aura gagné. Parce que l'élection, en réalité, c'est un grand moment de construction de la solidarité nationale. D'accord. Si les choses se passent bien, on a la chance... Ou de destruction de la solidarité nationale. Dans le même sens que M. Nanga, la clé, c'est la prise en main par le peuple camerounais de son pouvoir. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs... Le peuple là inclut les militants du RDP. Bien sûr. Nous, en tant qu'acteurs politiques, notre responsabilité, c'est d'offrir un projet politique fort et fédérateur. Et pour mon cas, pour conclure, le MP3 est un parti souverainiste, c'est un parti panafricaniste. Notre projet de société et notre programme pour 2025... Comment ça s'appelle, MP3? Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Notre programme, Le Continent de vous, est disponible en téléchargement gratuit sur notre site internet. Messieurs, merci. Philippe Nanga, Emmanuel Kounié, Ram Samuel Iodi et puis le docteur Rifoué Patrick. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous à la maison de l'avoir regardé. Mardi prochain, vous aurez droit à une autre édition. Je rappelle que le président de la République recevra les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux le vendredi 10 janvier 2025 en début d'après-midi. Bonsoir et à mardi.